le feu éternel. Fumier, pitoyable chanteur, espèce de faisan. Gérald, piqué par la curiosité, tira sa jument jusqu'au coin de la ruelle. Avant qu'il eût le temps de localiser l'origine des hurlements, il entendit un fracas de verre se joindre au concert des cris. Un bocal de confiture de griotte, pensa-t-il. Ce bruit est celui d'un bocal de confiture de griotte jeté sur quelqu'un d'une hauteur importante ou avec une grande force. Il se souvenait parfaitement de Yennefer durant leur vie commune, lui jetant dans sa colère des bocaux semblables qu'elle recevait de ses clients. Yennefer ignorait en effet tout des secrets de la confection des confitures. Sa magie demeurait, en la matière, désespérément incomplète. Un groupe de curieux, relativement nombreux, s'était amassé derrière le coin de la ruelle, au pied d'une maisonnette étroite, peinte en rose. Une jeune femme aux cheveux blonds se tenait en chemise de nuit sur un balconnet fleuri, suspendu juste au-dessus de la saillie du toit. Des épaules douces et rondelettes apparaissaient sous les volants de son corsage. Elle saisit un pot de fleurs avec l'intention de le jeter. « Bonsoir, bonsoir Féline, comment vas-tu? Ça faisait un petit bout de temps que je ne t'avais point vu. J'espère que tu viens pas me faire le troubadour. Je suis sérieux ce soir. » L'homme, mince, coiffé d'un chapeau de couleur olive orné d'une plume, n'eut que le temps de bondir en arrière, comme un cabri, pour éviter le choc du pot qui explosa au sol juste devant lui et s'éparpilla en 1000 morceaux. Si, ah là là, c'est mal parti. Je t'en prie, Vespula, cria-t-il, ne les crois pas. Ah merde, j'ai pas changé de scène en plus. Super que je voyais le chat en double. C'est pas mieux quand même si on a la bonne scène. Quel homme distrait je suis. Je t'en prie, Vespula, cria-t-il, ne les crois pas, je te suis fidèle. Que je meure sur le champ si ce n'est pas vrai. Fripouille, fils du démon, vagabond, hurla-t-elle en retour, la blonde pulpeuse avant de battre en retraite dans les profondeurs de la maison pour rechercher, à n'en pas douter, de nouvelles munitions. Hé, Jasquier, appela le sorceleur en tirant sur le champ de bataille sa jument récalcitrante. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, répondit le troubadour en souriant à belles dents. Comme d'habitude. Salut Gérald, qu'est-ce que tu fais là? Par la peste, fais attention. Une coupe en étain siffla dans l'air avant de rebondir avec fracas sur le pavé. Jasquier la récupéra au sol pour vérifier son état, puis la rejeta dans le caniveau. N'oublie pas de prendre tes fripes, hurla la blonde en continuant de faire danser les volants de sa chemise de nuit sur sa poitrine plantureuse. Hors de ma vue, ne remets jamais plus les pieds ici, piètre musicien. Ce n'est pas à moi, ça, s'étonna Jasquier en ramassant par terre un pantalon aux jambes multicolores. Je n'ai de ma vie jamais porté un pantalon pareil. Va-t'en, je ne veux plus te voir, toi. Tu veux savoir ce que tu vaux au lit? Rien, tu m'entends? Vous entendez les autres? Un autre beau de fleurs fusa. La tige séchée de la plante émit un vrombissement. Jasquier eut tout juste le temps de se baisser. Une casserole en cuivre d'au moins 2,5 gallons suivit le même chemin en tournoyant. La foule des curieux, se tournant hors de portée des projectiles, éclata de rire. Les plus plaisantins d'entre eux applaudissaient en encourageant outrageusement la jeune femme à continuer. Possède-t-elle une arbalète à la maison? S'enquit le sorceleur avec inquiétude. C'est possible, répondit le poète en allongeant le cou vers le balcon. Quel bric-à-brac elle tient à ses ailes. Tu as vu ce pantalon? Il est plus prudent de ne pas rester ici. Tu reviendras lorsqu'elle sera calmée. Par tous les diables, grimaça Jasquier, je ne reviens pas dans une maison où l'on me jette au visage des calomnies et des casseroles en cuivre. Notre courte liaison est terminée. Attendons encore un peu qu'elle me jette. Oh, par les dieux, non, Vespula, pas mon luth. Le troubadour s'annonça en allongeant le bras, trébucha et s'affala en saisissant au dernier moment l'instrument juste au-dessus du sol. Le luth émit un gémissement chantant. Ouf, murmura-t-il en se relevant. Je l'ai, tout va bien, Gérald. Nous pouvons y aller. J'ai laissé chez elle, il est vrai, encore un manteau avec un col en fourrure de martre. Mais tant pis, que cela soit mon prix à payer. Telle que je la connais, elle ne jettera pas le manteau. Menteur, canaille, s'égosilla la blonde avant de cracher ostensiblement du balcon. Vagabond, espèce de faisan enroué. Pourquoi t'en veux-elle autant? Aurais-tu fait une bêtise, Jasquier? Normal, répondit le troubadour en haussant les épaules. Elle exige que je sois monogame, mais elle-même n'hésite pas à exposer à la face du monde le pantalon d'un autre. Tu as entendu ses invectives?
Par les dieux, j'en connais ma foi personnellement de plus belles, mais je m'abstiens de les crier en pleine rue. Partons. Où proposes-tu que nous allions? Qu'est-ce que tu crois? Certainement pas au temple du feu éternel. Allons à la grotte de la pique. Je dois me calmer les nerfs. Le sorceleur tira sans protester sa jument derrière Jasquier, qui marchait déjà d'un pas décidé dans l'étroite ruelle. Le troubadour accorda son instrument et fit sonner quelques cordes avant de jouer un accord profond et vibrant. L'air de l'automne, ses parfums exhalaient, le vent froid, le sens des mots emportait, même les brillants que tu portes aux sourcils n'y peuvent rien changer, car c'est ainsi. Jasquier s'interrompit. Il fit gaiement signe à deux gamins, passant à côté d'eux et portant des paniers remplis de légumes. Les gamins ricanaient. Qu'est-ce qui t'amène à Novigrad, Gérald? Des achats, un harnais, de l'équipement et cette nouvelle veste. Le sorceleur caressait le cuir frémissant et flambant neuf de son vêtement. Qu'en penses-tu, Jasquier? Tu n'arrives décidément pas à suivre la mode, répondit le barde en grimaçant et en lissant sa plume de poule de la manche bouffante de son pourpoint bleu brillant à encolure crénelée. Je suis heureux de te rencontrer à Novigrad, la capitale, le centre et le cœur culturel du monde. Un homme éclairé peut respirer à plein poumon ici. Allons donc respirer une rue plus loin. Proposa Gérald, en voyant un va-nu-pied accroupi, les yeux écarquillés, en train de déféquer dans une ruelle adjacente. Effectivement, c'est pas un endroit très... Ton sarcasme continuel devient énervant, dit Jasquier en grimaçant de nouveau. Novigrad, Gérald, ce sont des maisons en briques, les rues principales de la ville pavées, un port de mer, des entrepôts, 4 moulins à eau, des abattoirs, des scieries, une grande manufacture de souliers à poulaine et toutes les corporations et artisans souhaitables, un hôtel de la monnaie, 8 banques et 19 monts de piété, un château et une tour de garde à couper le souffle, et puis toutes sortes de divertissements, un échafaud, alors c'est sûr qu'un échafaud c'est un divertissement de type quand même assez incroyable. Un échafaud, un gibet équipé d'une trappe, 35 auberges, un théâtre, un parc zoologique, un bar et 12 maisons closes. Je ne me souviens plus combien de temples, beaucoup en tout cas. Et toutes ces femmes, Gérald, propres, bien peignées et odorantes. Ces satins, ces velours, cette soie, ces busques, ces rubans. Oh Gérald, les vers se forment d'eux-mêmes dans ma bouche. Là où tu habites, la neige recouvre les traces. Même les lacs et la boue se marbrent de glace. Dans tes yeux, je vois de la nostalgie. Qui puis-je? C'est ainsi. Une nouvelle balade? Oui, elle s'intitule Hiver, mais elle n'est pas encore finie. Je n'arrive pas à la terminer à cause des Vespula. Je suis bouleversé et les vers ne s'accordent pas entre eux. Au fait, j'oubliais. Comment ça va avec Yennefer? Moyen. Je comprends. Non, tu ne comprends rien du tout. Bon, elle se trouve où cette auberge? C'est encore loin? Juste à l'angle. Ça y est, nous sommes arrivés. Tu vois l'enseigne? Je la vois. Je vous salue bien obligeamment, lança Jasquier en souriant de toutes ses dents à la jeune fille balayant l'escalier. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit, gentille demoiselle, que vous étiez, ma foi, bien jolie? Petit beauf. La demoiselle rougit en serrant fort le manche de son balai. Gérald crut un instant qu'elle voulait en frapper Jasquier. Il se trompait. La demoiselle lui rendit son sourire en clignant des yeux. Jasquier, comme d'habitude, ignora son attitude. Je vous salue et vous souhaite une bonne santé. Bonne journée, gronda-t-il, en entrant dans l'auberge et en faisant rayonner bruyamment son luth dont les cordes tressautaient sous le mouvement répété de son pouce. Maître Jasquier, le plus célèbre poète de ce pays, rend visite à ton indigne établissement, aubergiste. L'envie lui a pris de boire de la bière. Apprécies-tu à sa juste valeur l'honneur que je te fais, vieux Gripsou? J'apprécie, répondit d'un air chagrin l'aubergiste, surgissant de derrière son comptoir. Je suis fort aise de vous revoir, seigneur chanteur. Je me réjouis de m'apercevoir que vous n'avez qu'une parole. Vous m'aviez en effet promis de revenir ce matin pour payer vos dettes d'hier soir. Et moi qui croyais que ce n'était que du vent, comme d'habitude. J'ai bien honte de m'être trompé. Tu te tortures sans raison, brave homme, lui répondit gaiement le troubadour, car je n'ai pas d'argent. Nous en reparlerons plus tard. Non, répliqua froidement l'aubergiste. Nous allons en parler tout de suite. Le crédit est mort, seigneur poète. On ne m'extorque pas 2 fois de suite. Jasquier accrocha son luth à un crochet planté dans le mur, puis s'assit à une table. Il enleva son chapeau et en examinant minutieusement la plume d'aigrette. « Tu as de l'argent, Gérald » demanda-t-il avec une trace d'espoir dans la voix. « Je n'en ai pas. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour ma veste. »
Ce n'est pas bien, soupirait Jasquier. Par la peste, il n'y a personne pour nous inviter. Aubergiste, pourquoi ton établissement est-il si vide aujourd'hui? Il est trop tôt pour les clients ordinaires. Les ouvriers qui réparent le temple sont déjà passés et repartis sur le chantier en emmenant le contremaître avec eux. Personne d'autre? Personne d'autre, à part sa magnificence, le marchand Biberveld, qui prend son petit déjeuner dans l'alcôve. Dinty est là, se réjouit Jasquier. Il fallait le dire tout de suite. Viens avec moi dans l'alcôve, Gérald. Tu connais Dinty Biberveld, le hobbit? Non? Ce n'est pas grave. Tu vas faire sa connaissance. Oh oh, appela le troubadour en se dirigeant vers la pièce latérale. Je flaire déjà l'odeur et les effluves d'une soupe à l'oignon si doux pour mes narines. Coucou, c'est nous, surprise! Au pied du poteau central de l'alcôve décoré de guirlandes de gousses d'ail et de bouquets d'herbes, se tenait, attablé, un hobbit joufflu et aux cheveux frisés, ceint d'un gilet vert pistache. Sa main droite tenait une cuillère en bois, la gauche retenait une écuelle entière. Ayant aperçu Jasquier et Gérald, le hobbit se figea et ouvrit grand la bouche. Ses yeux noisettes, tout ronds, se dilatèrent de terreur. Salut, Dinty, dit Jasquier en agitant gaiement son chapeau. Le hobbit resta immobile, sans refermer la bouche. Gérald remarqua que sa main tremblait légèrement et qu'un long morceau d'eau non cuit, pendu à la cuillère, se balançait comme une pendule. Salut à toi, Jasquier, parvint-il à dire en bégayant et en avalant sa salive. Tu as le hoquet? Tu veux que je te fasse peur? Attention, on vient de voir ta femme au péage de la ville. Elle arrive dans un instant. Gardenia Bibeverld, en personne, haha. Qu'est-ce que tu peux être bête, Jasquier, dit le hobbit sur un ton de reproche. Jasquier éclata encore de rire en accompagnant de 2 accords joués sur son luth. Si tu voyais ta mine, frère, extrêmement idiote. En plus, tu nous observes comme si nous avions des cornes et des queues. C'est le sorceleur qui te fait peur, hein? Tu penses peut-être que la chasse aux hobbits vient d'être ouverte? Peut-être. Arrête, l'interrompit agacé Gérald en s'approchant de la table. Pardonne-nous, l'ami. Jasquier a vécu aujourd'hui une tragédie personnelle qu'il n'a pas encore réussi à digérer. Il tente de masquer par des plaisanteries sa tristesse, son abattement et sa pudeur. Ne me dites rien, le hobbit avala enfin le contenu de sa cuillère. Je devine. Vespula t'a enfin mis à la porte, c'est cela, Jasquier? Je ne discute pas des sujets délicats avec les individus qui boivent et s'empiffrent devant leurs amis forcés de rester debout, répondit le troubadour qui s'assit sans attendre qu'il y soit invité. Le hobbit avala une cuillerée de soupe et se mit à lécher les fils de fromage fondu qui en dégoulinaient. C'est sûr, admit-il avec affliction. Je vous invite donc. Asseyez-vous. À la fortune du pot. Vous mangerez de la soupe à l'oignon? En principe, je ne mange jamais si tôt le matin, répliqua insolemment Jasquier, mais qu'il en soit ainsi. Je mangerai, mais certainement pas le gosier sec. Et aubergiste, de la bière, s'il vous plaît. Vite! Une jeune fille, coiffée d'une grosse natte qui lui descendait jusqu'aux fesses, apporta des gobelets et des écuelles remplies de soupe. Ayant remarqué sa bouche toute ronde recouverte de duvet, Gérald se persuada qu'elle aurait pu avoir de belles lèvres à condition de ne pas oublier de les fermer. Dryade des forêts, lui lança Jasquier en saisissant sa main et lui embrassant la paume. Sylphide, voyante, entité divine aux yeux bleu pastel comme un lac, belle comme le jour qui se lève, la forme de tes lèvres ouvertes, si excitante. Donnez-lui de la bière, vite, gémit Dinty, il va arriver un malheur. Rien de tel sur le barde, n'est-ce pas, Gérald? Il est difficile de trouver des personnes plus tranquilles que nous deux. Moi, seigneur marchand, je suis poète et musicien. La musique adoucit les mœurs. Le sorceleur ici présent n'est menaçant que pour les monstres. Je te présente Gérald de Rive, la terreur des strigs, des loups-garous et autres engeances. Tu as certainement entendu parler de lui, Dinty. J'en ai entendu parler. Le hobbit jeta un œil suspicieux sur le sorceleur. Eh bien, que faites-vous à Novigrad, seigneur Gérald? D'affreux monstres auraient-ils montré le bout de leur museau? On loue, vos services? Non, répondit le sorceleur en souriant. Je ne suis ici que pour me divertir. Oh, répondit nerveusement Dinty, en tripotant ses pieds poilus d'une demi-coudée qui pendait au-dessus du sol. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Demanda Jasquier, en avalant une cuillerée de soupe et en buvant une rasade de bière. Tu as peut-être l'intention de nous soutenir, Bibeverld, pendant nos divertissements, s'entend. Cela ne pouvait pas mieux tomber. Nous entendons d'abord nous enivrer subtilement ici, à la grotte de la Pique, puis nous ferons un saut à Passiflore. C'est une excellente et dispendieuse maison close où nous pourrons nous payer une elfe demi-sang, ou peut-être même pur sang. Nous avons, néanmoins, besoin d'un mécène. De qui? De celui qui paiera. C'est bien ce que je pensais, murmura Dinty. Désolé, mais j'ai un rendez-vous d'affaires. Je ne dispose d'ailleurs
pas de fond pour de tels divertissements. Et puis, le passiflore ne tolère que les humains. Qui sommes-nous donc? Des effraits? Ah, je comprends. Les hobbits y sont interdits d'entrer. C'est vrai, tu as raison, Dinty. Ici, c'est Novigrad, la capitale du monde. Oui, dit le hobbit en ne cessant d'observer le sorceleur, les lèvres crispées. Je vais partir maintenant, j'ai rendez-vous. La porte de l'alcôve s'ouvrit alors avec fracas. Nul autre que Dinty Bibeverd pénétra dans la pièce. Par les dieux! S'exclama Jasquier. Le hobbit, se tenant sur le seuil de la porte, ne se différenciant en rien de celui qui était assis à la table, à part le fait que ce dernier était propre, et que le nouvel arrivant était sale, ébouriffé, et vêtu d'habits froissés. « Je te tiens, fils de chienne !» hurla le hobbit maculé en se jetant vers la table. « Espèce de voleur !» Son jumeau, immaculé, se leva brusquement en renversant son tabouret et en faisant voler ses couverts. Gérald réagit immédiatement. Ayant saisi sur le banc son épée engainée, il frappa avec le ceinturon de bandoulière la nuque de Bibeverd. Le hobbit se laissa tomber puis roula au sol avant de ramper entre les jambes de Jasquier avec l'intention de rejoindre la porte à quatre pattes. Ses membres s'allongeaient telles les pattes d'une araignée. À cette vue, le Dinty Bibeverd, maculé, jura, hurla et exécuta un bond en arrière qui propulsa avec fracas son dos contre la cloison du bois. Gérald délivra l'épée de son fourreau. Il se fraya un chemin d'un coup de pied. Il se fraya un chemin d'un coup de pied dans une chaise, puis se lança à la poursuite de Dinty Bibeverd, immaculé. Celui-ci, n'ayant plus en commun avec le vrai Dinty Bibeverd que la couleur de son gilet, franchit le seuil de la pièce à la manière d'une sauterelle et fit irruption dans la salle commune en bousculant la jeune fille aux lèvres entr'ouvertes. Découvrant ses longues pattes et sa physionomie indistincte, la demoiselle ouvrit la bouche au maximum et en émit un hurlement à percer les tympans. Profitant du temps gagné grâce au choc avec la fille, Gérald rattrapa la créature au milieu de la salle et la fit trébucher d'un habile coup de pied donné au genou. « N'essaie pas de bouger, frérot, menaça-t-il en serrant les dents et en appuyant la pointe de son épée sur le cou de la surprenante apparition. N'essaie surtout pas de bouger. Que se passe-t-il ici? Cria l'aubergiste en accourant armé d'un manche de pelle. Qu'est-ce que c'est que ça? La garde! Obstruante, cours, avertir la garde! Non! Hurla la créature en s'aplatissant contre le sol et en se déformant de plus en plus. Pitié, non! Il n'y a pas de garde qui tienne, confirma le hobbit maculé en s'extrayant de l'alcôve. Retiens la jeune fille, Jasquier. Malgré la promptitude de sa réaction, le troubadour réussit à saisir Obstruante, qui hurlait en choisissant minutieusement l'endroit de sa prise. La fille se laissa tomber à ses pieds en poussant des couinements. Tout doux, l'aubergiste, lança Dinty Bibeverd en respirant bruyamment. C'est une affaire personnelle. Nous n'allons pas déranger la garde. Je paierai tous les dégâts. Il n'y a aucun dégât, répondit simplement le maître des séants en vérifiant autour de lui. Cela ne devrait pas tarder, continua le hobbit ventru, car ça va être sa fête, et comment? Je vais lui faire son affaire, ce sera si douloureux et si long qu'il n'est pas prêt de m'oublier. C'est lui qui cassera tout ici. Aplati au sol comme une flaque, la caricature de Dinty Bibeverd aux longues pattes reniflait misérablement. Il n'en est pas question, dit froidement l'aubergiste en clignant des yeux et en levant légèrement la manche de sa pelle. Battez-vous dans la rue ou dans la cour, seigneur hobbit, pas ici, sinon j'appelle la garde. Vous pouvez compter sur moi, mais c'est un monstre celui-là. Seigneur aubergiste, intervint tranquillement Gérald sans diminuer la pression de la pointe de son épée sur la nuque de la créature. Restez calme. Personne ne cassera quoi que ce soit chez vous. Il n'y aura aucun dommage. La situation est maîtrisée. Je suis sorceleur. Comme vous le voyez, le monstre est neutralisé. Mais, comme il s'agit effectivement d'une affaire personnelle, je propose de l'éclaircir sereinement dans l'alcôve. Relâche la jeune fille, Jasquier, et viens ici. J'ai dans mon sac une chaîne en argent. Sors-la, et ligote sérieusement les pattes de sa majesté l'inconnue, au niveau des coudes, dans le dos. Ne bouge pas, frérot. La créature piailla discrètement. Bien, Gérald, dit Jasquier, il est attaché. Passez dans l'alcôve, et vous, l'aubergiste, que faites-vous planter là? J'ai commandé de la bière, et lorsque je commande de la bière, vous devez en servir tant que je ne demande pas de l'eau. Gérald poussa la créature ligotée en la bousculant jusqu'à l'alcôve, puis la fit s'asseoir au pied du poteau. Dinty Bibeverd s'assied lui aussi, l'œil mauvais. Regardez son allure, une horreur, dit le hobbit. On dirait la masse d'une pâte en fermentation. Vois son nez, Jasquier. On a l'impression qu'il va se décrocher. Fils de chien. Ses oreilles sont pareilles à celles de ma belle-mère avant son enterrement.
Brrr. Attends, grogna Jasquier. Toi, tu es Bibevard? Oui, sans hésiter. Mais ce qui est assis contre le poteau était toi-même il y a quelques instants. Si je ne me trompe. Gérald, tous les regards se tournent désormais vers toi, sorceleur. Qu'est-ce qui se passe ici, par tous les diables? Qu'est-ce que c'est? C'est un mime? Mime toi-même, répondit la créature d'une voix gutturale en remuant le nuit. Je ne suis pas un mime, mais un Doppler. Je me nomme Télico Lungrevag Létorte, alias Pinstock. Mes amis m'appellent Doudou. Je vais t'en donner, moi, du doudou, espèce de fils de pute, se mit à hurler Dranty en s'approchant de lui le poing serré. Où sont mes chevaux, voleur? Mes seigneurs, rappela l'aubergiste en entrant avec un broc et une brassée de chope. Vous avez promis de rester tranquille. Oh, de la bière, murmura l'hobbit. J'ai tellement soif par la peste et je suis affamé. Moi aussi, je boirais volontiers quelque chose, dit Télico, Lugrinvic, l'étorte. Personne ne fit attention à sa demande. Qu'est-ce que c'est que ça demanda l'aubergiste en observant la créature qui, devant le spectacle de la bière servie, tirait une longue langue entre ses lèvres pendantes. Qu'est-ce que c'est que ça, messieurs? Un mime, répéta le sorceleur sans égard pour la grimace du monstre. Il porte du reste de nombreux noms. Changeur, doubleur, cambio, pauvra ou encore doppler, comme lui-même s'est identifié. Un cambio s'exclama l'aubergiste, ici, à Novigrad, dans mon établissement. Vite, il faut avertir sans tarder la garde et les prêtres, ma parole. Doucement, doucement, grommela Dinty Bibeverl en mangeant la soupe de Jasquier, miraculeusement sauvée dans son écuelle. Nous aurons bien le temps de le remettre acquis de droit, mais plus tard. Cette fripouille m'a volé. Il n'est pas question de le confier aux autorités avant qu'il m'ait rendu mon bien. Je vous connais bien, vous, les habitants de Novigrad et vos juges. Je n'en récupérerai que le 10e, et encore, avec de la chance. Ayez pitié, gémit désespérément le Doppler. Ne me répétez pas aux humains. Vous ne savez pas ce qu'ils font aux êtres comme moi. Bien sûr que nous savons, intervint l'aubergiste en hochant la tête. Les prêtres exorcisent les Dopplers capturés. Ils les attachent ensuite solidement à une broche en bois et les emprisonnent dans une boule de glaise, mêlée à des scories avant de les cuire au four, jusqu'à ce que la glaise durcisse et devienne de la brique. C'est ce que l'on faisait en tout cas jadis, lorsque ces monstres étaient plus fréquents. Une coutume barbare, digne des humains, dit Dinty, avec une grimace et en repoussant l'écuelle vidée. Mais il s'agit peut-être du châtiment propre à punir le banditisme et le vol. Allez, parle, fripouille. Où sont passés mes chevaux? Réponds vite, car je vais t'arracher le nez avec mes pieds et t'enfourrer le postérieur. Je te demande, où sont mes chevaux? Je les ai vendus, répondit Télico Lugrinvig Létorte. Ses lèvres pendantes se contractèrent soudain en prenant la forme de boules semblables à des choux-fleurs miniatures. Il les a vendus? Vous avez entendu? Écuma le hobbit. Il a vendu mes chevaux. Bien sûr, commenta Jasquier. Il en a eu le temps. Je les vois ici depuis 3 jours. Cela signifie que son... Par la peste, Dinty. Cela signifie que... C'est évident ce que cela signifie, cria le marchand en tapant le sol de ses pieds velus. Il m'a dévalisé sur le chemin, à un jour de route de la ville, et il est venu ici en se faisant passer pour moi, vous comprenez? Il a vendu mes chevaux. Je vais le tuer, je vais l'étouffer de mes propres mains. Racontez-nous ce qui s'est passé, seigneur Bibeverl. Gérald de Rive, je présume, sorceleur. Gérald acquiesça d'un hochement de tête. Cela tombe bien, enchaîna le hobbit. Je suis Dinty Bibeverd, de la prairie des Précicaires, fermier, éleveur et marchand. Appelle-moi Dinty, Gérald. Raconte-nous ce qui s'est passé, Dinty. Eh bien, cela s'est déroulé de la manière suivante. Nous convoyons, mes domestiques et moi-même, des chevaux jusqu'au marché du Guet du Diable pour les vendre. À un jour de marche de la ville, nous établissons notre dernier campement. Nous nous endormons après avoir bu du brûlot d'un tonnelet. Réveillé pendant la nuit, je sens que ma vessie va éclater. Je sors donc du chariot et j'en profite pour jeter un œil sur les chevaux dans la prairie. Une peste de brouillard m'enveloppe. Je regarde, quelqu'un s'approche. Qui va là? Je demande. L'autre ne répond rien. Je me rapproche et je me vois moi-même, comme dans un miroir. Je pense que je n'aurais pas dû boire autant de brûlot de cette satanée eau-de-vie. Celui-là, parce que c'était lui, me frappe alors au visage. J'ai vu 36 chandelles avant de perdre connaissance. Je me réveille au petit matin, dans un foutu fourré, avec une bosse sur la tête grosse comme un concombre. Pas âme qui vive aux alentours, aucune trace de notre campement. J'ai erré pendant toute une journée pour retrouver le chemin, puis j'ai continué ma marche en me nourrissant de petites racines et de champignons crus,
Lui, pendant ce temps, cet infect d'Odilico, peu importe son nom, se rendait à Novigrad revêtu de mon apparence pour se débarrasser de mes chevaux. Je vais le... Quant à mes domestiques, ces aveugles, je leur donnerai 100 coups de bâton sur leurs fesses nues pour ne pas avoir reconnu leur propre maître, et, pour cette fée ainsi blousée, crétin, citrouille creuse, gueule à pisse. Ne leur en veux pas, Dinty, l'interrompit Gérald. Il n'avait aucune chance de s'en rendre compte. Le mime réalise des copies si parfaites qu'il n'est pas possible de le distinguer de l'original, en l'occurrence de sa victime. Tu n'avais jamais entendu parler des mimes? J'en avais entendu parler, certes, mais je pensais qu'il s'agissait là d'une invention. Il ne s'agit nullement d'une invention. Il suffit à un Doppler de connaître ou de scruter sa victime pour adapter immédiatement et parfaitement sa propre matière à la structure qu'il copie. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'illusion, mais d'une métamorphose extrêmement fine, allant jusqu'à imiter les moindres détails. Comment les mimes y parviennent-ils? Cela, nous ne le savons pas. Les magiciens présument que nous avons affaire à un processus proche de celui de la lycanthropie, mais je pense qu'il s'agit, ou bien de quelque chose de complètement différent, ou bien d'une lycanthropie sous-tendue par une force 1000 fois supérieure. Le loup-garou ne peut prendre en tout et pour tout que 2 ou 3 formes maximum, alors que le mime peut se transformer à l'infini, à condition que l'être copié corresponde plus ou moins à sa masse corporelle. Sa masse corporelle? Oui, il ne se transformera jamais en mastodonte, ni en souris. Je comprends. À quoi sert la chaîne avec laquelle tu t'es fait ligoter? Ah, pardon. À boire un peu d'eau. À quoi sert la chaîne avec laquelle tu l'as ligoté? Son argent est mortel pour un lycanthrope, mais seulement neutralisant, comme vous pouvez le voir, pour un mime. Il se tient tranquille sans changer de forme, grâce au pouvoir de cette chaîne. Le Doppler serra ses lèvres tombantes, en posant un regard mauvais sur le sorceleur. Ses yeux troubles avaient perdu la couleur noisette des iris du hobbit et devenaient jaunes. Qu'il se tienne à carreau, ce fils de chienne, grogna Dintry. Quand je pense qu'il est même descendu à la grotte où j'ai moi-même l'habitude de résider, il a dû se persuader, l'imbécile, qu'il était vraiment moi. Jaski hocha la tête. Dinty, dit le troubadour, il était vraiment toi. Je l'ai fréquenté ici pendant 3 jours. Il avait ton apparence et ton phrasé. Il pensait comme toi. Lorsqu'il fallait payer l'addition, il était aussi avare que toi. Peut-être même plus. Ce dernier point me soucie le moins, dit le hobbit, car je pourrais ainsi peut-être récupérer une partie de mon argent. Je n'ose pas le toucher. Reprends-lui ma bourse, Jasquier, et vérifie ce qu'elle contient. Il devrait y avoir beaucoup d'argent, si ce voleur de chevaux a vendu mes bêtes. Combien de chevaux possédais-tu, Danty? 12. Si je me réfère au prix aux vigueurs sur le marché mondial, continua le magicien en inspectant le contenu de la bourse, et au patrimoine qui te reste réellement, ce que je vois correspond peut-être à la valeur d'un cheval, et encore, vieux et fourbu. À Novigrad, cette somme ne suffirait à l'acquisition que de 2 chèvres, 3 éventuellement. Le marchand resta silencieux. On pouvait croire qu'il allait éclater en sanglots. Délico Lugrinvic l'étorte aplatit son nez le plus bas possible, et sa lèvre inférieure, plus bas encore, en produisant de faibles gargouillis. Autrement dit, soupira enfin l'hobbit, c'est une créature dont j'avais rejeté l'existence dans les contes qui m'a dévalisé et ruiné. Cela s'appelle avoir la guigne. Rien à ajouter, commenta le sorceleur en jetant un regard sur le Doppler de plus en plus recroquevillé sur lui-même. J'étais moi-même persuadé que les mimes appartenaient à une époque révolue. Il y en avait, paraît-il, beaucoup autrefois dans les forêts et sur les plateaux environnants, mais leur aptitude à prendre des formes étrangères a inquiété les premiers colons, qui ont commencé à les chasser assez efficacement. Presque tous ont été exterminés. Et cela est bien, intervint l'aubergiste en crachotant. Je jure sur le fait éternel que je préfère encore les dragons ou les diables, car un dragon, c'est un dragon, et un diable, un diable. On sait à quoi on a affaire. Les loups-garous, leurs métamorphoses et leurs variations, tout cela est proprement horrifiant. C'est un procédé de démon, de l'escroquerie, un comportement de traître. Les humains ont tout à perdre avec de telles fourberies. Je vous le dis, alertons la garde et au feu le monstre. Gérald, dit Jasquier, intrigué par le sujet, je serais heureux d'entendre la voix d'un spécialiste. Ces mimes sont-ils vraiment menaçants et agressifs? Leur aptitude à copier, répondit le sorceleur, leur sert généralement plus à se défendre qu'à attaquer. Je n'ai pas entendu que... Par la peste, l'interrompit Danty en frappant du poing avec colère sur la table. Si assommer quelqu'un et le dévaliser n'est pas de l'agression, alors je ne sais pas ce que c'est.
L'affaire est simple, j'ai été attaqué, et l'on m'a volé non seulement le fruit d'un dur labeur, mais aussi ma propre personne. J'exige un dédommagement. Je n'accepterai pas. Il faut alerter la garde, répéta l'aubergiste. Il faut alerter aussi les prêtres, et brûler ce monstre, cet inhumain. Arrêtez l'aubergiste, coupa le hobbit en relevant la tête. Vous commencez à nous ennuyer avec votre garde. Je vous fais remarquer que cet inhumain n'a commis de tort qu'à moi-même, pas à vous, jusqu'à preuve du contraire. Et, entre parenthèses, vous remarquerez que je suis, moi aussi, un inhumain. Allons donc, Sir Bibeveld, réagit l'aubergiste en souriant d'un air gêné. Quelle différence entre lui et vous? Les vôtres sont comme les humains, pardi, alors que celui-là n'est qu'un monstre. Je m'étonne d'ailleurs, seigneur sorceleur, que vous restiez assis, comme ça, sans réagir. Quelle est votre tâche, on peut le demander? Ne serait-elle pas de tuer les monstres, justement? Les monstres, en effet, répondit froidement Gérald, pas les représentants des races intelligentes. Là, seigneur, répliqua l'aubergiste, vous exagérez quelque peu. C'est vrai, Gérald, intervint Jasquier. Tu pousses le bouchon assez loin avec cette race intelligente. Il suffit de le regarder. Télico le Gravig les tortes nous donne en effet guère l'impression d'appartenir à une race pensante. Fixant le sorceleur de ses yeux jaunes et troubles, il rappelait plutôt une marionnette fabriquée avec de la boue et de la farine. Les reniflements produits par son nez, relevés au niveau du plateau de la table, ne plaidaient pas non plus pour une telle appartenance. Assez de cette jacasserie vide de sens, cria soudain Dinty Bibeveld. Il n'y a pas lieu de discuter. Tout ce qui compte, ce sont mes chevaux et mes pertes. Tu as entendu, espèce de satané bolet jaune? À qui as-tu vendu mes chevaux? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Parle sur le champ, car je vais te botter et te frapper et t'arracher la peau. En trouvrant la porte, Obstruante passa la tête dans l'alcôve. Des autres viennent d'arriver à l'auberge, père, murmura-t-elle. Des apprentis du chantier et d'autres. Je les sers, mais cessez de crier de la sorte, car ils commencent à se demander ce qui se passe ici. Par le feu éternel, jura l'aubergiste apeuré, en regardant le dopelet effondré. Si quelqu'un entre et le voit, c'est fichu. Si nous n'alertons pas la garde, eh bien, seigneur sorceleur, s'il s'agit d'un véritable cambio, dites à cette chose qu'elle prenne une forme plus convenable, et plus discrète en un sens, pour l'instant du moins. Bien dit, ajouta Dinty, qu'il se transforme en quelque chose, Gérald. En qui? Demanda alors le doppler en gargouillant. Je ne peux prendre la forme que de quelqu'un que je scrute. Lequel d'entre vous veut-il me prêter son apparence? Pas moi, dit rapidement l'aubergiste. Moi non plus, s'indigna Jasquier. Ce ne serait d'ailleurs pas un bon camouflage, tout le monde me connaît. La vue de deux Jasquiers installés à la même table pourrait provoquer une plus grande sensation que la vue de ce monstre nu. Avec moi, ce serait pareil, ajouta Gérald en souriant. Il ne reste que toi, Dinty. Ça tombe bien, ne te vexe pas, tu sais que les humains ont des difficultés à différencier les hobbits. Le marchand n'hésitant pas longtemps. D'accord, dit-il, qu'il en soit ainsi. Enlève-lui sa chaîne, sorceleur. Allez, transforme-toi en moi, race intelligente. Libéré de la chaîne, le doppler étira ses membres pâteux, se caressa le nez, puis scruta le hobbit. La peau étirée de son visage devint plus ferme et prit des couleurs, le nez diminuant en produisant un sourd gargouillis. Sur son crâne chauve apparurent des cheveux gris, des cheveux frisés. Dinty écarquilla les yeux. L'aubergiste, admiratif, ouvrait muettement la bouche. Jasquier soupirait, sans cesser de geindre. La dernière touche fut le changement de la couleur des yeux. Dinty Bibeveld II grogna un borborgim. Il saisit la chope de Dinty Bibeveld Ier par-dessus la table et la porta avec avidité à ses lèvres. C'est impossible, répétait à voix basse Jasquier. Regardez plutôt, la copie est fidèle, impossible à différencier. Tout y est. Cette fois, même les piqûres de moustiques et les taches sur les braies, justement les braies, Gérald, cela même les magiciens n'y parviennent pas. Tat, c'est de la laine véritable, pas une illusion, incroyable. Comment fait-il? Personne ne le sait, grommela le sorceleur. Lui-même l'ignore. Je disais qu'il dispose d'une aptitude totale à transformer la structure de sa propre matière, mais cette aptitude est organique et instinctive. Mais les braies, de quoi sont faites les braies et le gilet? Il s'agit justement de sa peau transformée. Je ne pense pas qu'il accepte si facilement de se déshabiller.
Du reste, sa peau perdrait immédiatement ses propriétés laineuses. Dommage, dit Dintry, l'œil malin. Je me demandais justement s'il était possible qu'il transforme la matière de ce seau en or. Visiblement fort heureux d'être au centre de l'intérêt, le Doppler, devenu copie fidèle du Hobbit, prit confortablement ses aises en souriant de toutes ses dents. Il prit une position assise identique à celle de Dintry, en tripotant ses pieds velus de la même façon. Tu connais bien le sujet des Dopplers, Gérald, dit-il avant de boire à la chope, de claquer de la langue et de rôter. Très bien même. Par les dieux, c'est exactement la voix et les manières de Bibeverl, dit Jasquier. Personne n'aurait un ruban de taffetas rouge? Il faut le marquer, bon sang, car cela peut mal se passer. Comment donc, Jasquier, s'emporta Dinty Bibeverl premier. Tu ne vas quand même pas me confondre avec lui? À première vue, il y a des différences, enchaîna Dinty Bibeverl second, avant de rôter avec grâce. Pour nous confondre, il faut vraiment être aussi bête que le cul d'une jument. Qu'est-ce que je disais, murmura Jasquier d'admiration. Il pense et parle comme Bibeverd. Il est impossible de les différencier. Abus de langage, le hobbit fit la moue. Grossier abus de langage. Non, objecta Gérald, nul abus de langage, excusez-moi. Que tu le crois ou non, Dinty, cette créature est bel et bien toi-même en ce moment. Par un moyen inconnu, le Doppler copie également avec précision le psychisme de ses victimes. Le quoi? Les caractéristiques de l'esprit, le caractère, les sentiments, les pensées, l'âme. Cela infirme ce qu'affirme la majorité des magiciens et tous les prêtres. L'âme serait aussi un corps. Tu blasphèmes, lança l'aubergiste en respirant de manière saccadée. Quelle ânerie, ajouta durement Dinty Bibeverl. Ne raconte pas de blagues, sorceleur. Les propriétés de l'esprit, soit copier le nez ou les brais de quelqu'un, c'est une chose. Mais l'intelligence, ce n'est pas du crottin. Je vais te le prouver sur le champ. Si ton sac à puce de Doppler copiait mon intelligence de marchand, il n'aurait pas vendu mes chevaux à Novigrad où les ventes sont faibles, mais il se serait rendu au guet du diable, au marché des chevaux, où les prix sont décidés aux enchères. Là, on ne perd pas. Bien sûr qu'on y perd, le Doppler parodiait la mine piquée du hobbit en imitant sa manière caractéristique de grommeler. D'abord, les prix aux enchères, au guet du diable, ont tendance à baisser, car les marchands s'entendent entre eux pour enchérir. Il faut de plus payer une commission aux organisateurs. Tu ne vas pas m'apprendre le commerce, imbécile, se fâcha Bébéverd. Au guet du diable, j'aurais obtenu 90 ou même 100 par pièce. Et toi, combien as-tu reçu des roublards de Novigrad? 130, répondit le Doppler. Tu mens, espèce de gruau. Je ne mens pas. J'ai emmené les chevaux directement au port, seigneur d'Antry, où je suis tombé sur les fourrures d'un commerçant d'outre-mer. Les pelletiers n'utilisaient pas les bœufs pour former leur caravane, car ces animaux sont trop lents. Les fourrures sont légères, mais précieuses. Il faut donc voyager rapidement. À Novigrad, il n'y a pas de marché pour les chevaux. Il n'y a donc pas de chevaux non plus. J'étais le seul à en proposer. J'ai donc imposé mon prix. C'est aussi simple. Ne me fais pas la leçon, je t'ai dit, hurla Dinty en devenant cramoisi. Soit, tu as gagné de l'argent. Mais où est-il passé maintenant? Je l'ai investi, répondit fièrement Télico, en peignant avec ses doigts exactement comme le faisait Dinty, sa mèche récalcitrante. L'argent, seigneur Dinty, doit circuler pour que les affaires roulent. Fais attention à ce que je ne te casse pas la figure. Qu'est-ce que tu as fait des frics des chevaux? Parle. Je te l'ai dit, j'ai acheté des marchandises. Quelle marchandise, espèce de dément? De la cochenille de teinturier, répondit le Doppler en bégayant. Puis il récita rapidement. 500 boiseaux de cochenille de teinturier, 62 quintaux d'écorce de mimosa, 55 fûts d'essence de rose, 23 barriques d'huile de poisson, 600 assiettes d'argile et 800 livres de cire d'abeille. Notez que l'huile de poisson était très bon marché parce que légèrement éventée. Ah, j'allais oublier, et 100 coudées de corde en coton. Un très long silence s'abattit. De l'huile de poisson éventée, articula enfin très lentement Danty, en insistant sur chaque mot. De la corde de coton, de l'essence de rose. Je dois rêver, c'est un cauchemar. On peut tout acheter à Novigrad, les articles les plus précieux et les plus utiles. Et ce crétin dépense mon argent pour acquérir des marchandises merdiques. Avec mon apparence, mon patrimoine et ma réputation de marchand sont ruinés. Non, c'est trop pour moi. Je n'en peux plus. Prête-moi ton épée, Gérald, que j'en finisse définitivement avec lui. La porte de l'alcôve s'ouvrit en couinant. Le marchand Bibeverd, appela l'individu qui venait d'entrer. Il était si maigre que la toge pourpre qu'il portait
semblait être accroché à un porte-manteau. Sur sa tête trônait un couvre-chef de velours dont la forme rappelait celle d'un pot de chambre renversé. Le marchand Bibeverne est-il là? Oui, répondirent de conserve les deux hobbits. Dans la seconde qui suivit, l'un des deux dentis, Bibeverne, projeta le contenu d'une chope au visage du sorceleur, fit habilement glisser d'un coup de pied le tabouret sur lequel était assis Jasquier, et rampa rapidement sur la table en direction de la porte, en bousculant sur son chemin l'individu au drôle de chapeau. Au feu! À l'aide! Hurla-t-il en tombant à la renverse dans la salle principale. On m'assassine! Appelez les pompiers! Ayant essuyé la mousse qu'il avait reçue, Gérald se jeta à la poursuite du fillard, mais le second inti Bibeverne, qui s'était lui aussi précipité vers la porte, alla se ficher dans ses jambes après avoir glissé sur la sueur. Ils tombèrent ensemble sur le sol de la porte. Jasquier jura affreusement en essayant de s'extirper de sous la table. Au vol! Gueula l'individu efflanqué, encore empêtré au sol dans les plis de sa toge. Au vol! Les bandits! Gérald piétina le hobbit. Enfin, dans la salle de l'auberge, il vit le Doppler bousculer des clients et sortir dans la rue. Le sorceleur prit son élan pour traverser le mur élastique, mais décidés des clients lui barrèrent le passage. Il réussit à faire tomber l'un d'entre eux, qui était noir debout et puait la bière, mais les autres, forts de leur prise aux épaules, ne bronchèrent pas d'un pouce. Gérald se débattit avec rage. Il entendit le craquement sec d'un fil qui cédait, et du cuir qu'on griffe. Sous son aisselle, le mouvement devint plus libre. Le sorceleur cessa de résister en jurant. Nous l'avons attrapé, hurlaient les ouvriers. Nous avons pris le voleur. Qu'est-ce que nous en faisons, chef? Dans la chaux vive, beugla le contremaître, en soulevant la tête de la table et en essayant de repérer les alentours des yeux malvoyants. La garde, s'égoïa l'individu vêtu de pourpre en s'extrayant de l'alcôve. Outrage à magistrat, la garde. Tu finiras sous la potence, voleur. Nous l'avons, crièrent les ouvriers. Nous l'avons, seigneur. Ce n'est pas lui, gueula en retour l'individu à la toge. Rattrapez cette fripouille, poursuivez-le qui? Le hobbit, rattrapez-le, rattrapez-le, enfermez-le dans un cachot. Une minute, intervint Danty en sortant de l'alcôve. Que se passe-t-il, seigneur Schwann? Ne vous essuyez pas la gueule avec mon nom. Cessez de sonner l'alarme, c'en est nullement nécessaire. Schwann se tut en observant le hobbit avec circonspection. Jasquier apparut sur le seuil de l'alcôve, portant son chapeau de travers et vérifiant l'état de son luth. Les ouvriers relâchèrent enfin Gérald, après avoir échangé quelques mots à voix basse. Malgré sa colère, le sorceleur se borna à cracher abondamment au sol. Marchand Bibeverne, glapit Schwann en clignant de ses yeux myopes. Qu'est-ce que cela signifie? Attaquer un fonctionnaire municipal peut vous coûter cher. Qui était-ce, ce hobbit qui a disparu? Un cousin, répondit promptement Danty. Un cousin éloigné. Oui, oui, confirma prestement Jasquier, se sentant enfin dans son élément. Un cousin éloigné de Bibeverne, surnommé Toupet Bibeverne, le mouton noir de la famille. Encore enfant, il est tombé dans un puits. Le puits était heureusement sec, mais par malheur, le seau lui est tombé sur la tête. Il se tient d'ordinaire tranquille, seule la vue de la couleur pourpre le fait enrager, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car la vue de poils roux sur le pubis des dames a la vertu de le calmer. C'est pourquoi il a filé au passiflore, je vous le dis, seigneur Schwann. Assez, Jasquier, l'interrompit brutalement le sorceleur. Ferme-la, bon sang. Schwann se drapa dans sa toge, la débarrassa de la sueur qui s'y était collée et bomba le torse en prenant une mine de circonstance. Oui, dit-il, occupez-vous plus attentivement de vos proches, marchand Bibeverne, car vous devez savoir que vous en êtes responsable. Si je déposais plainte, mais je n'en ai pas le temps, Bibeverne, c'est le service qui m'amène. Au nom des autorités municipales, je vous somme de payer l'impôt dont vous êtes débiteur. Comment? L'impôt, répéta le fonctionnaire en se passant les lèvres à la manière de ses supérieurs. Qu'est-ce qui vous prend? C'est votre cousin qui vous fait perdre la tête? Lorsqu'on fait des affaires, il faut payer des impôts, ou alors il faut s'attendre à se retrouver dans un cul de basse-fosse. Moi, brilla Danty, moi faire des affaires? Mais je n'ai que des pertes, putain de merde, moi. Fais attention, Bibeverne, murmura le sorceleur. Jasquier lui donna furtivement un coup de pied sur sa malléole velue. Le hobbit toussa. Bien sûr, dit-il en essayant de plaquer un sourire sur son visage joufflu. Bien sûr, seigneur Schwann. Si l'on fait des affaires, il faut payer des impôts. Les bonnes affaires génèrent de gros impôts. Et inversement, j'imagine. Ce n'est pas à moi de juger de la qualité de vos transactions, seigneur marchand. Le fonctionnaire s'assit à table en faisant mine grise. Des méandres de sa toge, il fit apparaître un bouillet et un rouleau de parchemin qu'il déplia sur le plateau de la table en les aplatissant de la manche.
Mon rôle consiste à les encaisser et à compter. Oui, dressons la facture. Cela fera... j'enlève 2, je retiens un. Oui, 1553 couronnes et 20 copères. Un son rauque s'échappa de la gorge de Danty. Les ouvriers murmurèrent d'ébahissement. Jasquier soupira. Eh bien, adieu les amis, dit enfin l'hobbit. Si quelqu'un me demande, dites-lui que je moisis à l'ombre. Jusqu'à demain midi, génie Danty. Chouane, ce fils de chienne, exagère. Ce vieillard répugnant aurait pu m'accorder un délai supplémentaire. Plus de 1500 couronnes? Où vais-je trouver autant d'argent d'ici à demain? Je suis un hobbit fini, ruiné, qui terminera sa vie en prison. Ne restons pas ici, par la peste. Je vous le dis, il faut rattraper cette fripouille de Doppler. Nous devons le rattraper. Ils étaient tous trois installés sur la margelle en marbre du bassin d'une fontaine asséchée, située au centre d'une placette environnée de petits immeubles bourgeois cossus, mais d'un goût extrêmement douteux. L'eau du bassin, verte et affreusement sale, grouillait d'Ides nageant entre les ordures. La bouche verte, ils essayaient de capter de l'air à la surface, en ouvrant et refermant laborieusement leurs ouïes. Jasquier et le hobbit mastiquaient des beignets que le troubadour venait de subtiliser sur un étal. À ta place, dit le barde, j'arrêterai de le poursuivre et je me mettrai à la recherche de quelqu'un qui puisse me prêter de l'argent. Qu'est-ce que te donnera la capture du Doppler? Tu penses que Chouane l'accepterait en tant qu'équivalent financier? Tu es idiot, Jasquier. En retrouvant le Doppler, je lui reprends mon argent. Quel argent? Ce que ta bourse contenait a servi à couvrir les dommages et à graisser la patte de Chouane. Il n'y avait pas plus. Jasquier, dit l'hobbit en grimaçant, tu t'y connais peut-être en poésie, mais pour les affaires, pardonne-moi, tu n'es qu'un cave. Tu as entendu le montant fiscal que Chouane a calculé? Les impôts, on les paie sur la base de quoi, hein? De quoi? De tout, répondit le poète. Moi-même, j'en paie pour pouvoir chanter, et le fait que je chante pour répondre à une nécessité inférieure leur importe peu. Tu es vraiment idiot, je le disais. Dans les affaires, les impôts se paient sur les bénéfices. Sur les bénéfices, Jasquier. Tu saisis? Cette fripouille de Doppler a volé mon identité et organisé une escroquerie particulièrement lucrative. Il a fait des bénéfices. Et moi, je dois payer les impôts et certainement aussi les dettes que ce vagabond aura contractées. Si je ne paie pas, j'irai derrière les barreaux. Ils me mettront publiquement les fers et m'enverront à la mine. Par la peste. Ah, dit gaiement Jasquier. Tu n'as donc pas d'autre issue, Danty. Tu dois quitter la ville en catimini. Tu sais quoi? J'ai une idée. Nous te dissimulerons sous une peau de mouton, et lorsque tu franchiras la porte, tu n'auras qu'à répéter bé, bé, je suis une brebis, personne ne te reconnaîtra. Mais c'est un immense enculé. C'est un immense enculé, Jasquier, ça se fait pas se foutre de la gueule de son pote comme ça. C'est méchant de se moquer des gens, faut pas se moquer comme ça. Jasquier, répliqua l'hobbit avec humeur, ferme-la, ou tu vas passer un sale quart d'heure. Gérald. Oui, Danty. Tu veux bien m'aider à rattraper le Doppler? Écoute, répondit le sorceleur en essayant vainement de recoudre la manche déchirée de sa veste. Nous sommes à Novigrad, une ville qui compte 30 000 habitants, humains, nains, elfes métis, hobbits et gnomes, et peut-être 2 fois plus de gens de passage. Comment veux-tu retrouver quelqu'un dans cette foule? Danty avala son beignet, puis se lécha les doigts. Et la magie, Gérald? Que fais-tu de tes sortilèges de sorceleur qui font la matière de tant de récits? Le Doppler n'est pas magiquement détectable que lorsqu'il revêt sa propre apparence. Il ne se déplace malheureusement pas dans les rues sous cette forme, et, quand bien même, la magie ne serait d'aucun secours, car les alentours sont saturés de faibles signaux magiques, une maison sur 2 possède une serrure magique. 3 quarts des gens portent une amulette destinée à toutes les fins, contre les voleurs, les poux, les grippes intestinales, leur nombre est infini. Jasquier passa les doigts sur la caisse de son luth, en faisant retentir les cordes. Au printemps reviendra l'odeur chaude de la pluie, chanta-t-il. Non, non, ça ne va pas. Au printemps reviendra l'odeur du soleil. Bon sang, non, ça ne va décidément pas. Mais alors, pas du tout. Arrête de piailler, intervint l'hobbit. Tu me tapes sur les nerfs. Jasquier jeta aux ides le reste de son beignet et cracha dans le bassin. Regardez, dit-il, des carassins dorés. On dit que ces poissons exaucent les vœux. Ceux-là sont rouges, remarqua Danty.
Quelle différence, par la peste nous sommes 3, et justement, ils exaucent 3 vœux, un par personne. Qu'en penses-tu, Dinty? Tu n'aimerais pas qu'un poisson règle tes impôts? Bien sûr, j'aimerais aussi qu'un météore tombe du ciel et fracasse la tête du Doppler. Et puis, stop, stop. Nous aussi, nous avons des vœux. Moi, j'aimerais que le poisson me souffle la fin de ma balade. Et toi, Gérald? Fous-moi la paix, Jasquier. Ne casse pas l'ambiance, sorceleur. Dis simplement ce que tu souhaiterais. Le sorceleur se leva. Je souhaiterais, murmura-t-il, que ceux qui essaient de nous cerner ne le fassent que suite à un malentendu. 4 individus, habillés de noir et coiffés de chapeaux en cuir, venaient de surgir d'une ruelle, et se dirigeaient directement vers la fontaine. Dinty jura en silence en les voyant approcher. 4 autres apparurent derrière eux, sortant de la même ruelle. Ceux-ci n'approchaient pas. Disposés en ligne, ils se contentaient d'en bloquer l'accès. Les individus tenaient curieusement en main des cercles rappelant des morceaux de cordes enroulés. Le sorceleur inspecta les alentours. Il fit rouler ses épaules pour rectifier la position de l'épée qu'il tenait dans le dos. Jasquier se mit à gémir. Un homme de petite taille, vêtu d'un pourpoint blanc et d'un menton court de couleur grise, apparut dans le dos des individus en noir. La chaîne en or qu'il portait au cou luisait, au rythme de ses pas, de teintes dorées sous le soleil. Chapelle, grommela Jasquier, c'est Chapelle. Les individus en noir se déplaçaient lentement derrière eux en direction de la fontaine. Le sorceleur voulut saisir son épée. Alors, juste regarder parce que je crois qu'on arrive à la fin de la musique. Dans 10 minutes. Alors du coup, on va changer de playlist. Comme ça, il n'y aura pas de problème par la suite. Hop. 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 Voilà. Excusez-moi. De retour du coup. Voilà. On va finir tranquillement. Du coup, je disais, le sorceleur voulut saisir son épée. Non, Gérald, murmura Jasquier en se pressant contre lui. Par les dieux, ne sors pas ton arme. Il s'agit de la garde du temple. Si nous offrons une résistance, jamais nous ne sortirons vivants de Novigrad. Ne touche pas à ton épée. L'homme au pourpoint blanc s'approchait d'eux d'un pas décidé. Les individus en noir se dispersèrent derrière lui pour cerner le bassin et occuper complètement le terrain. Gérald les observait attentivement en se recroquevillant légèrement. Les étranges cercles qu'il tenait en main n'étaient pas, comme il l'avait cru au début, de simples fouets. C'étaient des lamis. L'homme au pourpoint blanc s'approcha. Gérald, murmura le barde, par tous les dieux, reste calme. Je n'accepterai pas qu'on me touche, grogna-t-il. Je ne laisserai personne me toucher. Quel qu'il soit, fais attention, Jasquier. Lorsque je commencerai, fuyez de toutes vos jambes. Je les arrêterai, pendant un certain temps. Jasquier ne répondit pas. Ayant jeté son luth sur son épaule, il s'inclina profondément devant l'homme au pourpoint blanc, richement brodé de fils d'or et d'argent, selon le schéma d'une mosaïque aux motifs minuscules. Vénérable Chapelle. L'homme appelé Chapelle s'arrêta et les embrassa du regard. Gérald avait remarqué que ses yeux terriblement glacieux reflétaient la couleur du métal. Son front, anormalement suant, offrait une pâleur maladive. Des taches cramoisies et irrégulières se dessinaient sur ses joues. Le seigneur d'Anti Bibeverde, marchand, annonça-t-il, le talentueux seigneur Jasquier, et Gérald de Rive, représentant de la corporation ô combien noble des sorceleurs. S'agit-il d'une réunion entre vieux amis, chez nous, à Novigrad? Personne ne répondit. Pour comble d'infortune, continua Chapelle, je dois avouer que quelqu'un vous a dénoncé. Jasquier pâlit légèrement. Le hobbit claquait des dents. Ne relâchant pas sa surveillance des individus en noir coiffés de chapeaux en cuir qui cernaient le bassin, le sorceleur ignora Chapelle. Dans la majorité des pays que connaissait Gérald, la fabrication et la possession d'une lamie barbelée, dénommée aussi fouet de mai, étaient strictement interdites. Novigrad ne faisait pas exception. Gérald avait vu des gens frapper au visage avec une lamie. Il était impossible ensuite d'oublier leurs traits. Le propriétaire de l'auberge de la grotte de la Pique, continua Chapelle, a eu l'impudence de reprocher à vos seigneuries des contacts avec un démon, un monstre que l'on nomme généralement changeur ou cambio. Personne ne répondit. Chapelle plaça ses mains en croix sur son torse et,
les dévisagea froidement. Je me suis senti obligé de vous prévenir qu'une telle dénonciation avait eu lieu. Je vous informe également que l'aubergiste en question a été enfermé dans un cachot. Nous le suspectons d'avoir inventé cette histoire sous l'influence de la bière ou de l'agnole. Qu'est-ce que ces humains ne vont pas inventer? Pour commencer, les cambios n'existent pas. C'est une invention de cutéreux crédules. Personne ne fit de commentaire. Ensuite, aucun cambio n'aurait pu s'approcher d'un sorceleur, continua Chapelle en souriant, sans être tué sur le champ, n'est-ce pas? L'accusation de l'aubergiste serait dans ces circonstances absolument ridicule, si un certain détail ne créait néanmoins quelques doutes. Chapelle branla du chef dans un silence imposant. Le sorceleur entendait l'inspiration lente de l'air que Danty avait préalablement profondément inhalé dans ses poumons. Oui, une certaine précision très importante, répéta Chapelle. Nous avons, en effet, affaire à un acte d'hérésie et de blasphème sacrilège. Il est bien évident qu'aucun cambion, je dis bien aucun, et aucun monstre d'ailleurs, n'aurait pu s'approcher des murs de Novigrad en raison de la présence dans 19 temples du feu éternel, en raison de la présence dans ces 19 temples du feu éternel, dont la vertu sacrée protège la ville. Quiconque affirme qu'il a vu un cambio à la grotte de la Pique, situé à un jet de pierre du maître-autel du feu éternel, est un hérétique sacrilège qui devra répudier ses paroles. S'il s'avérait qu'il refusait de le répudier, je serais dans l'obligation de l'aider sous la forme des forces et des moyens qui demeurent, croyez-moi, à ma disposition dans mes geôles. Vous le voyez, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'expression des visages de Jasquier et du Hobbit prouvait sans conteste qu'ils étaient d'un avis différent. Il n'y a absolument pas lieu de se tourmenter, répéta Chapelle. Leurs seigneuries peuvent quitter Novigrad sans encombre. Je ne vous retiendrai pas, mais je me permets d'insister pour que vos seigneuries ne colportent pas les allégations imaginaires de l'aubergiste et ne commandent pas bruyamment ces événements. Nous, humbles serviteurs de l'Église, devrions considérer comme hérésie avec toutes ses conséquences les récits mettant en doute la puissance divine du feu éternel. Les convictions religieuses de vos seigneuries, que je respecte quelles qu'elles soient, n'entrent pas ici en ligne de compte. Croyez simplement en ce que vous voulez. Je suis tolérant tant que l'on respecte le feu éternel et qu'on ne le blasphème pas contre lui. Celui qui osera blasphémer, je le condamnerai au bûcher. Voilà tout. À Novigrad, tous sont égaux devant la loi. Le droit est le même pour tous. Quiconque blasphème contre le feu éternel périt dans les flammes et voit son patrimoine confisqué. Mais assez parlé de tout cela. Je le répète, vous pouvez sans encombre franchir les portes de Novigrad. Le mieux serait... Chapelle sourit légèrement en offrant le spectacle d'une grimace maligne. Il pompait l'intérieur de ses joues en observant la placette. Témoins de la scène, des passants peu nombreux pressaient le pas et détournaient rapidement le regard. Le mieux, finit par dire Chapelle, le mieux serait tout de suite, sans délai. Il est évident que, dans le cas du seigneur marchand Bibeverd, cette absence de délai signifie sans délai après règlement de ses obligations fiscales. Je vous remercie, mes seigneurs, pour le temps que vous avez bien voulu m'accorder. Se tournant discrètement vers les autres, Danty articula silencieusement un mot. Le sorceleur n'eut aucun doute que le mot muet ne pouvait être que « salaud ». Jasquier baissa la tête et souriant bêtement. « Seigneur sorceleur, dit soudain Chapelle, si vous le permettez, j'aimerais m'entretenir en privé avec vous. » Gérald s'approcha. Chapelle lui tendit légèrement la main. « S'il me touche le coude, je le frappe, pensa le sorceleur. Je le frappe malgré les conséquences. » Chapelle ne toucha pas le coude de Gérald. « Seigneur sorceleur, dit-il à voix basse, en tournant le dos aux autres, je sais que certaines villes, au contraire de Novigrad, sont privées de la protection divine du feu éternel. Supposons donc qu'une créature de type cambio évolue dans l'une de ces villes. Dites-moi, par curiosité, combien vous exigeriez pour capturer vivante une telle créature? » « Je ne loue pas mes services dans les villes peuplées, répondit le sorceleur en haussant les épaules. Un tiers pourrait en pâtir. Tu te préoccupes donc de la fortune des tiers? Eh oui, car je porte en général la responsabilité de leur sort, ce qui peut ne pas être sans conséquence. Je comprends, mais le degré d'égard pour les tiers ne devrait-il pas être inversement proportionnel au montant de leur récompense perçue? Non, il ne le devrait pas.
Le ton dont tu uses ne me plaît guère, sorceleur, mais peu importe. Je comprends ce que tu suggères par ce ton. Tu suggères que tu n'entends pas entreprendre ce que je pourrais te demander de faire, et ce, quel que soit le montant de ton paiement. Et qu'en est-il du type de paiement? Je ne comprends pas. Si, si. Non, vraiment. Ce que je dis est purement théorique, continua Chapelle discrètement, tranquillement, sans colère ou menace dans la voix. Serait-il possible que ta récompense pour ton service soit la garantie que tes amis et toi-même sortent vivants de cette ville théorique? Qu'en penses-tu? À cette question, répliqua le sorceleur en souriant atrocement, il n'est pas possible de répondre théoriquement. La situation que vous décrivez, vénérée Chapelle, devrait se réaliser dans la pratique. Je ne suis absolument pas pressé, mais s'il le faut, s'il n'y a pas d'autre issue, je suis prêt à expérimenter cette situation. Ah, tu as peut-être raison, répondit sans passion Chapelle. Nous théorisons trop, et je vois que, pour ce qui est de la pratique, tu n'entends pas coopérer. Peut-être est-ce mieux ainsi. Je nourris en tout cas l'espoir que ce ne sera pas une source de conflit entre nous. Moi aussi, dit Gérald, je nourris cet espoir. Que cet espoir continue de flamber en nous, Gérald de Rive. Sais-tu ce qu'est le feu éternel? Un chemin dans l'obscurité? L'annonce. Pardon, sais-tu ce qu'est le feu éternel? J'ai sauté une ligne. Une flamme qui ne s'éteint jamais? Le symbole de ce qui dure? Un chemin dans l'obscurité? L'annonce d'un progrès et de lendemain qui chante? Le feu éternel, Gérald, est de l'espoir pour tous, sans exception. Car si quelque chose se donne en partage pour toi, pour moi, pour les autres, ce quelque chose se nomme justement l'espoir. Souviens-t'en, j'ai été heureux de te rencontrer, sorceleur. Gérald s'inclina avec rigidité en gardant le silence. Chapelle le dévisagea pendant un moment, puis lui tourna le dos et traversa la placette sans jeter de regard sur son escorte. Les hommes armés de l'ami lui emboîtèrent le pas en ordre rangé. Oh, ma mère, piaula timidement Jasquier en le regardant partir. Nous avons eu de la chance, si ce n'est pas déjà la fin, s'ils n'en finissent pas maintenant avec nous. Calme-toi, dit le sorceleur, et cesse de gémir. Il ne s'est rien passé, tu le vois bien. Tu sais qui il était, Gérald? Non. C'était Chapelle, le préposé à la sécurité. Les services secrets de Novigrad dépendent de l'église. Chapelle n'est pas un prêtre, mais l'éminence grise de la hiérarchie, l'homme le plus puissant et le plus dangereux de la ville. Tous, même le conseil et les corporations, tremblent dans leurs brais devant lui. C'est une fripouille de premier choix, Gérald, ivre de pouvoir comme l'araignée de sang. Les gens parlant tous de ses exploits, disparitions sans trace, fausses accusations, tortures, assassinats masqués, terreur, chantage, vol ordinaire, pression, escroquerie et complot. Par les dieux, tu nous as fourrés dans une belle histoire, Bibeverd. Laisse-moi tranquille, Jasquier, répondit Dinty. Toi, tu n'as rien à craindre. Personne ne touche aux cheveux de la tête des troubadours. Pour des raisons qui me sont inconnues, vous demeurez intouchables. Un poète intouchable, gémit Jasquier, toujours aussi pâle, peut lui aussi tomber sous les roues d'un chariot qui s'emballe, s'empoisonner en mangeant un poisson, ou se noyer malencontreusement dans un fossé. Chapelle est le spécialiste de ce type de situation. Qu'il ait consenti à discuter avec nous, c'est déjà un fait extraordinaire. Une chose est sûre, il ne l'aurait jamais fait sans une bonne raison. Il manigance quelque chose. Vous verrez, ils vont nous tomber dessus à la première occasion, nous mettre les fers et nous torturer, en toute impunité. Rien de plus normal ici. Il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit le hobbit à Gérald. Nous devons faire attention à cette fripouille tant que la terre le porte. On dit qu'il est malade, que son sang s'altère. Tout le monde attend qu'il passe l'arme à gauche. Tais-toi, Bibeverne, siffla peureusement Jasquier en inspectant les alentours. Quelqu'un pourrait nous entendre. Voyez comment tous nous épient. Levons le camp, je vous le dis. Je vous conseille de réfléchir sérieusement à ce que Chapelle nous a suggéré au sujet de Doppler. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu de Doppler de ma vie. S'il le faut, je suis prêt à le jurer devant le feu éternel. Regardez, dit soudain le hobbit, quelqu'un s'approche de nous en courant. Fuyons, clama Jasquier. Tranquille, tranquille, dit Dinty en souriant de toutes ses dents et en caressant son épée récalcitrant. Je le connais, c'est Muscadin, un marchand local, le trésorier de la corporation. Nous avons fait des affaires ensemble. Regardez sa mine, comme s'il avait fait dans ses brais. Hé, Muscadin, tu me cherches? Je le jure sur le feu éternel, articula Muscadin, essoufflé, en faisant glisser sur l'occiput son chapeau de renard et en s'essuyant le front de sa manche. J'étais persuadé qu'il t'avait traîné jusqu'à la Barbacane. C'est un miracle. Ça m'étonne. Le hobbit coupa malicieusement court au mot de Muscadin.
Il est aimable de ta part que tu t'étonnes. Fais-nous plus plaisir encore en nous expliquant pourquoi. Ne joue pas l'imbécile, Bibeverde, répondit Muscada avec inquiétude. Tout le monde en parle. La hiérarchie en a pris connaissance. Chapelle également. Toute la ville sait quelle affaire tu as faite avec la cochenille et quelle intelligence et quelle ruse tu as gagné de l'argent grâce aux événements de Povis. Qu'est-ce que tu racontes, Muscada? Par les yeux d'Inti, cesseras-tu donc de pavoiser comme l'oiseau du proverbe qui considère que son nid le plus beau? N'as-tu pas acheté de la cochenille à moitié prix pour 5,20 le boisseau? Tu en as bien acheté, profitant d'une affaire faible, tu l'as payé avec une lettre de change avalisée. Tu n'as pas engagé un seul sou en espèces dans l'affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace d'une journée, tu as refourgué la marchandise pour un prix 4 fois supérieur et de la monnaie sonnante et trébuchante. Aurais-tu le toupet d'affirmer qu'il ne s'agit que d'un hasard ou de la chance, et qu'en achetant de la cochenille, tu ne savais rien des bouleversements qui ont lieu à Povis? Comment? De quoi parles-tu? Il y eut des bouleversements à Povis sur la Muscadin. Là comme on dit, un rêve à lotion. Le roi Ride a été destitué. C'est le clan des Tissénides qui gouverne désormais. La cour, la noblesse et l'armée de Ride portaient la couleur bleue. Les ateliers de tissage locaux n'achetaient alors que de l'indigo. Mais les Tissénides portent la couleur écarlate. Le cours de l'indigo a baissé et la cochenille a grimpé. C'est alors qu'on a appris que c'était toi, Bibeverde, qui avait la main sur la seule charge de cochenille disponible. Ha! Dinty garda le silence en se renfrognant. Bibeverde le rusé, c'est le moins qu'on puisse dire, continua Muscadin, et pas un mot à qui que ce soit, même aux amis. Si tu m'en avais parlé, nous aurions tous pu en profiter. Nous aurions même pu fonder une agence commune, mais tu as préféré faire cavalier seul. C'est ton choix. En tout cas, ne compte plus sur moi. Par le feu éternel, les hobbits ne sont que des fripouilles, égoïstes et des chiens. Vim Vivaldi ne m'a jamais avalisé de lettres de change, et à toi, sans hésiter, tous pourris, vous, maudits inhumains, hobbits et nains de malheur, que la peste vous emporte. Muscadin cracha et tourna les talons. Perdu dans ses pensées, Dinty se grattait la tête, son épi se dressait. Quelque chose commence à s'éclaircir, les garçons, dit-il enfin. Je sais ce que nous devons faire. Allons à la banque, si quelqu'un peut se repérer dans tout ça, c'est bien mon banquier, Vim Vivaldi. Je m'imaginais les banques différemment, murmura Jasquier en examinant la pièce. Où tiennent-ils l'argent, Gérald? Seul le diable le sait, répondit le sorceleur à voix basse, en dissimulant la manche déchirée de sa veste. Peut-être dans la cave? Quelle dalle, j'ai bien observé, il n'y a pas de cave ici. Certainement au grenier. Je vous invite dans mon bureau de change, mes seigneurs, annonça Vim Vivaldi. Assis à de grandes tables, des jeunes gens et des nains à l'âge incertain s'occupaient à aligner des rangées de chiffres et de lettres sur des feuilles de parchemin. Tous, sans exception, courbaient la nuque et tiraient légèrement la langue. Le sorceleur jugea que la tâche devait être terriblement fastidieuse. Elle semblait néanmoins absorber les travailleurs. Dans un coin, un vieillard ressemblant à un mendiant taillait des crayons, assis sur un tabouret. Sa cadence demeurait faible. Le banquier ferma avec précaution la porte du bureau. Il lissa sa longue barbe blanche, bien entretenue, bien que tachée ici et là d'encre domestique. Puis rajusta sa vareuse en la boutonnant difficilement sur son ventre rebondi. Vous savez, seigneur Jasquier, dit-il en s'asseyant derrière une énorme table à cajou, croulant sur les parchemins, je vous imaginais très différemment. J'ai entendu et je connais vos chansons sur la reine Vanda, noyée dans la rivière Cula, car personne ne la voulait, et sur l'Aclion, tombé dans un siège d'aisance jusqu'au fond. Je n'en suis pas l'auteur, répondit Jasquier rouge de colère. Je n'ai jamais écrit de tel. Ah bon? Excusez-moi. Nous pourrions peut-être passer aux choses sérieuses, intervint Danty. Le temps presse et vous discutez de sujets superflus. J'ai de sérieux problèmes, Vim. Je redoutais cela, répondit le nain en hochant la tête. Tu te souviens que je t'avais averti, Bibeverde. Je t'ai dit il y a 3 jours de ne pas investir d'argent dans cette huile de poisson éventée. Quelle importance que le prix en fût peu élevé. Le prix nominal n'est pas important. Ce qui est important, c'est le taux de bénéfice à la revente. Pareil pour l'essence de rose et la cire, et de ces satanés écuelles d'argile. Qu'est-ce qui t'a pris, Dinty, d'acheter une telle merde? En espèces en plus.
au lieu de payer raisonnablement par lettre de crédit ou de change. Je te l'ai dit, les frais de stockage à Novigrad sont hors de prix. Ils dépassent en l'espace de 2 semaines le triple de la valeur de cette marchandise. Et toi? Oui, j'ai mis discrètement l'hobbit. Parle, Vivaldi. Quoi, moi? Toi, tu m'assurais qu'il n'y avait aucun risque, que tu vendrais le tout en 24 heures. Tu reviens aujourd'hui me voir pour m'annoncer qu'à la queue basse, que tu as des ennuis. Tu n'écoules rien, n'est-ce pas? Et les prix grimpent, hein? Ah, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Je devrais maintenant te sortir de là, Dinty. Si au moins tu avais assuré ta marchandise, j'enverrais volontiers l'un de mes copistes brûler discrètement ton entrepôt. Non, mon cher. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de prendre les choses avec philosophie et de se dire que l'affaire a merdé. C'est ça le commerce. On gagne un jour, on perd le lendemain. Qu'est-ce que représente d'ailleurs cet argent déposé pour acheter de l'huile de poisson, la cire et l'essence de rose? Pas grand-chose. Parlons plutôt d'affaires plus sérieuses. Dis-moi si je dois encore vendre l'écorce de mimosa, car les offres ont commencé à se stabiliser au niveau de 5 et 6 sixièmes. Hein? Tu es sourd? Demanda le banquier en se renfrognant. La dernière offre équivaut à 5 et 5 sixièmes. J'espère que tu es revenu pour t'en débarrasser, car tu n'en obtiendras pas 7, Dinty. Revenu? Vivaldi lissa sa barbe pour se débarrasser des miettes de brioche roulées qui s'y étaient accrochées. Tu es venu il y a 1 heure, répondit-il tranquillement, avec l'ordre de tenir jusqu'à 7. Vendre 7 fois plus cher que le prix initial d'achat, cela représente 2 couronnes et 45 kopers par livre. C'est trop cher, Dinty, même sur un marché si favorable. Les tanneurs se sont déjà entendus entre eux pour solidairement geler les prix. Je parie ma tête que les portes de bureau s'ouvrirent pour laisser entrer en trombe un quelque chose coiffé d'un chapeau de feutre vert et vêtu d'une fourrure de lapin tachetée sainte d'une corde de chanvre. Le marchand Sulémir offre 2,15 couronnes, hurla-t-il d'une voix stridente. 6 et 1 sixième, calcula rapidement Vivaldi. Que faisons-nous, Dinty? Vendons, cria le hobbit. 6 fois le prix d'achat initial, et tu hésites encore par la peste. Un second quelque chose, coiffé d'un chapeau jaune et recouvert d'un pardessus, rappelant un vieux sac, surgit à son tour dans le bureau. Le marchand Bibeverde recommande de ne pas vendre au-dessous de 7, hurla-t-il, avant de s'essuyer le nez avec la manche et de ressortir aussi sec. Ah ah, dit enfin le nain après un long moment. Un Bibeverde m'ordonne de vendre, mais un autre Bibeverde me demande au contraire d'attendre. Situation intéressante, que faisons-nous, Dinty? Veux-tu bien trancher la question avant qu'un troisième Bipéverne ordonne d'embarquer l'écorce sur une galère et de la transporter jusqu'au pays des hommes à tête de chien, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Jasquier, en désignant le quelque chose coiffé d'un chapeau vert, toujours mobile à la porte. Qu'est-ce que c'est, par la peste? Un jeune gnome, répondit Gérald. Sans aucun doute, confirma sèchement Vivaldi. Ce n'est pas un vieux troll. Ce n'est d'ailleurs aucune importance. Alors, Dinty, je t'écoute. Vim, dit le hobbit, je t'en supplie, ne pose pas de questions. Il s'est passé quelque chose de terrible. Sache et prends acte de moi, Dinty Bibeverde, honnête marchand de la prairie des Prescaries, je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Raconte-moi tous les détails, tous les événements des 3 derniers jours, je t'en prie, Vim. Intéressant, dit le nain. Je comprends qu'avec les commissions que je perçois, je dois bien exaucer les vœux de mon commanditaire. Écoute donc. Tu es apparu chez moi il y a 3 jours, complètement essoufflé. Tu m'as laissé en dépôt 1000 couronnes et demandé un aval sur une lettre de change d'un montant de 2250, payable au porteur. Je t'ai donné cet aval, sans garantie? Sans, car je t'aime bien, Dinty. Raconte la suite, Vim. Le lendemain, tu as surgi au petit matin, en faisant du bruit et en tapant des pieds, pour que je t'ouvre un crédit dans la succursale de ma banque à Wizima, d'un montant non négligeable de 3500 couronnes. Le bénéficiaire devait en être, si je me souviens bien, un certain Terlucoquian, alias Grosstuf. Je t'ouvert un tel crédit. Sans garantie, répéta l'hobbit avec de l'espoir dans la voix. Ma sympathie pour toi, Bibeverne, soupira le banquier, s'arrête à 3000 couronnes. J'ai exigé une reconnaissance des dettes, stipulant qu'en cas d'insolvabilité, le moulin m'appartiendrait. Quel moulin? Le moulin de ton beau-père, Arnaud de Montem, de la prairie des Prescaries. Je ne reviens plus à la maison, se désola Dinty avant d'ajouter d'un air décidé. Je prendrai un crédit pour acquérir un vaisseau et devenir pirate. Et Vim et Vivaldi se gratta l'oreille en l'observant d'un air suspicieux. Et dit-il, cela fait longtemps que tu as récupéré et déchiré cette reconnaissance de dette. Tu es solvable. Rien de bien étrange avec de tels bénéfices. Des bénéfices? En effet, j'avais oublié, bougonna le nain, que j'étais censé ne m'étonner de rien.
Tu as conclu une excellente affaire avec la cochenille, Bibeverde, car tu vois, des bouleversements ont eu lieu à Povis. Je le sais, interrompit déjà l'hobbit. L'indigo a baissé et la cochenille a grimpé, et j'ai gagné de l'argent. C'est bien cela, Vim, c'est la vérité. Tu possèdes en dépôt chez moi 6346 couronnes et 20 coppers, net après décompte de ma commission et du montant de l'impôt. Tu as payé l'impôt pour moi? J'ai mal fait, Sénat Vivaldi. Lorsque tu es venu, il y a une heure, tu me pourtant bien ordonné de le régler. L'un de mes clercs a déjà porté la somme à l'hôtel de ville, environ 1500, car la vente des chevaux y est bien sûr comprise. La porte du bureau s'ouvrit avec fracas pour laisser passer un quelque chose coiffé d'un chapeau extrêmement sale. 2,30 couronnes, hurla-t-il, le marchand Hazelkist. Ne vendons pas, cléma Dinty, attendons un meilleur prix. Tous les deux, vous retournez illico à la bourse. Les deux gnomes saisirent au vol les pièces de cuivre que leur envoyait le nain et disparurent. Oui, on étais-je donc, se demanda un instant Vivaldi, en jouant avec un énorme cristal d'améthyste bizarrement formé qui lui servait de presse-papier. Ah oui, j'en étais resté à la cochenille acheter avec ma lettre de change. La lettre de crédit, que je mentionnais tout à l'heure, t'était nécessaire pour acheter une grande quantité d'écorce de mimosa. Tu en as acheté beaucoup, mais à bon prix, 35 coppers la livre d'un courtier de Zangabert. Allez, cette grosse tuffe ou Mori. La galère a accosté au port hier. Tout a commencé à partir de ce moment-là. J'imagine, j'ai mis Danty. À quoi sert l'écorce de mimosa? Ne put s'empêcher de demander Jasquier. À rien, grogna tristement l'hobbit, malheureusement. L'écorce de mimosa, seigneur poète, explique le nain, est une substance tannante utilisée pour la confection des peaux. Quelqu'un était suffisamment stupide, intervint Danty, pour acheter de l'écorce de mimosa d'outre-mer, alors qu'on peut acquérir pour presque rien de l'écorce de chêne en Témérie. C'est justement là que gît le vampire, dit Vivaldi, car les druides de Témérie menacent de lancer sur le pays des nuées de sauterelles et des multitudes de rats si la destruction des chênes n'est pas immédiatement stoppée. Les dryades ont soutenu les druides. Il faut dire que leur roi a toujours témoigné un certain faible pour les dryades. Pour résumer, un embargo complet sur le bois de chêne en provenance de Témérie est entré hier en vigueur. Le prix du mimosa ne cesse de grimper. Tu as profité de bonnes informations, Dinty. Du cabinet parvint un bruit de pas. Le quelque chose coiffé d'un chapeau vert surgit tout essoufflé dans le bureau. Le vénéré marchand Sulimir, parvint à articuler le gnome, ordonne de répéter que le marchand Bibeverde, hobbit de son état, n'est qu'un porc sauvage au poil en épi, un spéculateur et un chevalier d'industrie, et que lui, Sulimit, souhaite à Bibeverde de contracter la gale. Il donne 2,45 couronnes, c'est son dernier mot. Vendons, conclut le hobbit. Va, petit, cours et confirme. Compte, Vim. Vivaldi attrapa une pile de parchemins et extirpa un boulier de nain, un véritable jouet. À la différence de ceux utilisés par les humains, les bouliers de nain avaient la forme d'une pyramide miniature ajourée. Celui de Vivaldi était constitué de fils dorés, sur lesquels se déplaçaient de petits rubis, émeraudes, onyx et agates noires, uniformément taillés en prismes. Le nain manipula habilement de ses gros doigts les bijoux vers le haut, le bas et les côtés. Cela fera... moins les frais, ma commission, moins l'impôt, oui. 15 622 couronnes et 25 coppers. Pas mal. Si je compte bien, dit lentement Dinty Bibeverde, cela fera un total net de... je devrais avoir, précisément, 21 969 couronnes et 5 coppers. Pas mal. Pas mal, clama Jasquier, pas mal. Avec une telle somme, on peut s'acheter tout un village ou un petit château. Je n'ai jamais de ma vie vu autant d'argent. Moi non plus, dit le hobbit. Mais ne nous emballons pas, Jasquier. Il se trouve que personne ici présent n'a jamais eu autant d'argent, et nous ne savons même pas si nous en verrons la couleur. Comment ça, Bibeverde, se renfrogna le nain. D'où te viennent de si tristes pensées? Sulimir paiera en espèces ou par lettre de change. Celles de Sulimir sont sûres. De quoi s'agit-il donc? Tu redoutes les pertes provoquées par l'achat de ton huile de poisson puante et de la cire? Avec de tels bénéfices, tu couvres gaiement ces pertes. Il ne s'agit pas de cela. De quoi alors? Dinty inclina sa tête frisée en se raclant la gorge. Vim, dit-il en fixant le sol, Chapelle renifle notre piste. Le banquier clappa de la langue. Ce n'est pas bien, articula-t-il, mais il fallait s'y attendre. Tu vois, Bibeverde, les informations commerçantes dont tu t'es servi pour réaliser tes transactions ont également un poids politique. Personne ne se doutait de ce qui se passerait à Povis et en Témérie, Chapelle non plus, et Chapelle aime à savoir les choses le premier. Maintenant, tu peux imaginer qu'il se creuse la tête pour savoir comment
tu as eu accès à ces informations. Je pense qu'il s'en doute déjà, tout comme moi. C'est intéressant. Vivaldi embrasa du regard Jasquier et Gérald en retroussant le nez. Intéressant? Ce qui est intéressant, c'est ton association d'Inti. Un troubadour, un sorceleur et un marchand. Toutes mes félicitations. Seigneur Jasquier se promène partout. Il fréquente les cours royales et sait sans aucun doute tendre l'oreille. Le sorceleur, une garde personnelle, un épouvantail contre les débiteurs. Vos conclusions sont trop hâtives, Seigneur Vivaldi, répliqua froidement Gérald. Nous ne sommes pas associés. Et moi, enchaîna Jasquier en rougissant, je ne tends nulle part l'oreille. Je suis poète, pas espion. On entend de tout, répondit le nain en grimaçant. De tout, Seigneur Jasquier. Mensonge, relève le troubadour, c'est faux. Bien, bien, je vous crois. Seulement, je ne sais pas si Chapelle, lui, vous croira. Mais qui sait, peut-être faisons-nous beaucoup de bruit pour rien. Je te dirais, Bibeverne, que Chapelle a beaucoup changé depuis sa crise d'apoplexie. La peur de la mort lui serait-elle entrée dans le postérieur en le forçant à se poser des questions? Ce n'est plus le même Chapelle. Il est devenu aimable, compréhensif, serein et même honnête en un sens. Qu'est-ce que tu racontes, dit l'hobbit. Chapelle, honnête, aimable? Ce n'est pas possible. Je te dis la vérité, rétorqua Vivaldi. En plus, l'Église doit actuellement faire face à un autre problème, nommé feu éternel. Comment cela? Le feu éternel doit brûler partout, comme on dit, partout dans les environs. Des autels qui lui sont consacrés doivent être érigés, beaucoup d'autels. N'exige pas de détails d'Inti. Je ne m'oriente guère dans les croyances humaines, mais je sais que tous les prêtres, y compris Chapelle, ne s'occupent que de ces autels et de ce feu. On procède à de grands préparatifs. Les impôts vont augmenter, c'est sûr. Ma foi, dit Danti, maigre consolation, mais... La porte du bureau s'ouvrit de nouveau pour faire apparaître le quelque chose au chapeau vert et à fourrure de lapin que le sorceleur connaissait déjà. Le marchand Bibeverne, rapporta-t-il, demande d'acheter des casseroles. Le prix est secondaire. Parfait, réagit le hobbit en souriant. Mais ce sourire rappelait plutôt la gueule déformée d'un chat sauvage enragé. Achetons donc beaucoup de casseroles. La volonté du seigneur Bibeverne est un ordre. Le seigneur Bibeverne est un ordre. Que devons-nous acheter encore? Du chou, de l'huile de cade, des poils en fer? De plus, le messager extirpa quelque chose de sa fourrure. Le marchand Bibeverne demande 30 couronnes en espèces pour payer un pot de vin, se restaurer et boire une bière. Trois fripouilles lui ont volé sa bourse à la grotte de la Pique. Ah, 3 fripouilles, répéta Dinty en soulignant chaque mot. Ma foi, cette ville est remplie de fripouilles. Et où est le vénérable marchand Bibeverne? Se trouve-t-il en ce moment, si je puis demander? Où pourrait-il être? Au bazar de l'Ouest, bien sûr, répondit le quelque chose en reniflant. Vim, dit Dinty finestement, ne pose aucune question. Dégote-moi quelque part une grosse canne bien solide. Je me rends au bazar de l'Ouest, mais cela m'est impossible sans cette canne. Il y a là-bas trop de fripouilles et de voleurs. Une canne, dis-tu? Ça peut se trouver, mais quelque chose ne cesse de me taroter, Dinty. Je ne devrais pas me poser de questions. Je n'en poserai donc pas, mais je ne ferai que deviner, et toi tu confirmeras, ou infirmeras mes propositions. D'accord? Devine. Cette huile de poisson inventée, cette essence de rose, cette cire et ses écuelles, cette satanée corde en coton, ce n'était qu'une tactique pour détourner l'attention de la concurrence sur la cochenille et le mimosa, et embrouiller le marché, n'est-ce pas, Dinty? La porte du bureau s'ouvrit, pour laisser passer un quelque chose sans chapeau. Auxiliaire au rapport, tout est prêt, hurla-t-il en paillant. Il demande si l'on peut déverser. Déverser, brailla le hobbit, déverser sans délai. Par la barbe rousse du vieux Ruindin, hurla Vivaldi, après que le gnome eut refermé la porte, excusez-moi. Je n'y comprends rien, que se passe-t-il ici? Déverser quoi? Le déverser dans quoi? Je n'en ai aucune idée, reconnut Dinty, mais les affaires doivent tourner. Se faufilant difficilement dans la foule, Gérald déboucha directement sur un étal rempli de casseroles de cuivre, de chaudrons et de poêles réverbérant la lumière rouge du soleil de fin de journée. Derrière l'étal se tenait un nain à la barbe rousse, coiffé d'une capuche vert olive et chaussé de lourdes bottes en peau de phoque. Sur le visage du nain se dessinait une certaine mauvaise volonté. On avait la même impression qu'il pouvait à tout moment cracher sur la cliente occupée à choisir la marchandise. La cliente noyait le nain sous un flot de paroles incohérentes, en se faisant ondoyer sa poitrine et trembler ses boucles d'or. La cliente n'était autre que Vespula, que Gérald connaissait déjà dans son rôle de bombarde. Sans attendre qu'elle le reconnaisse, le sorceleur se fondit de nouveau dans la foule. Le bazar de l'Ouest débordait d'énergie.
La traversée d'une telle crue n'était pas sans rappeler qu'une promenade à travers des buissons d'aubépines. Les manches et les jambes ne cessaient à chaque instant d'être accrochées par des enfants ayant perdu leur maman sortie du chapiteau pour leur éloigner un mari trop tenté par les alcools des buvettes, des espions de la tour de garde, des vendeurs à la sauvette proposant des chapeaux d'invisibilité, des aphrodisiaques et des scènes érotiques sculptées dans du bois de cèdre. Gérald cessa vite de sourire pour jurer et jouer des coudes. Il entendit le son d'un luth suivi d'un rire perlé, dont il reconnut le timbre. Ces sons provenaient d'un étal coloré, comme dans un conte, orné de l'enseigne miracle, amulette et appât pour la pêche. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez extrêmement jolie, brailla Jasquier, assis sur l'étal en agitant gaiement ses jambes pendantes. Non, mais c'est impossible, mais c'est une ville d'aveugles. Allez, bonnes gens, qui va entendre une balade d'amour, qui veut s'émouvoir et s'enrichir spirituellement, n'a qu'à jeter une pièce dans mon chapeau. Qu'est-ce que tu me refiles, abruti? Les pièces de cuivre, tu peux les garder pour les mendiants. N'insulte pas les artistes du cuivre. Je pourrais éventuellement te le pardonner, mais l'art, jamais. Jasquier, dit Gérald en s'approchant. Il me semblait que nous nous étions séparés pour cerner le Doppler, mais je vois que tu organises un concert. Tu n'as pas honte de chanter sur les marchés comme un vieux mendigo? Honte? S'étonne le barde. Ce qui est important, c'est que l'on chante, pas où l'on chante. En plus, j'ai faim. Le propriétaire de l'étal m'a promis un déjeuner. Pour ce qui est du Doppler, recherchez-le vous-même. Moi, je ne suis pas fait pour les poursuites, les bagarres et les règlements de compte. Je suis poète. Tu ferais mieux de ne pas te faire remarquer, poète, car ta fiancée dans les parages. Tu pourras avoir des ennuis. Ma fiancée, grogna Jasquier nerveusement. Laquelle? J'en ai plusieurs. Brandissant une poêle en cuivre, Vespula se fraya un chemin dans la foule avec la vélocité d'un oroche qui charge. Jasquier dégringola de l'étal pour prendre la fuite en sautillant avec agilité au-dessus des paniers de carottes. Vespula se tourna vers le sorceleur, les narines en furie. Gérald bouscula la rigide cloison de la devanture en reculant. Gérald cria d'un type baverne en jaillissant de la foule et en renversant Vespula. Vite, vite, je l'ai vu, là-bas, il s'enfuit. Je vous retrouverai, débauché, hurla Vespula en reprenant son équilibre. Je réglerai mes comptes avec vous, bande de porcs. Quelle compagnie, un faisan, un déguenillé et un abo au talon velu. Vous vous souviendrez de moi. Par ici, Gérald, gueula Danty en renversant sur son chemin un groupe de carabins occupés à jouer aux trois coquilles. Là-bas, il se faufile entre les chariots. Bloque-lui le chemin par la gauche, vite. Ils se jetèrent à sa poursuite, eux-mêmes poursuivis par les jurons des clients et des marchands qu'ils bousculaient. Gérald réussit par miracle à éviter un gamin qui s'était empêtré dans ses jambes. Il bondit au-dessus de lui, mais heurta 2 tonnettes de harengs. Le poissonnier, furieux, lui jeta dans le dos l'anguille vivante dont il vantait les qualités à ses clients. Ils repérèrent le Doppler qui tentait de se dissimuler à l'intérieur d'une enclos de brebis. De l'autre côté, hurla Danty, prends-le de revers, Gérald. Le Doppler, toujours visible dans son gilet vert, prit la tangente comme une flèche le long de la barrière. Il était évident qu'il ne se transformait pas pour continuer à profiter de l'agilité du hobbit que personne ne put égaler. Personne, excepté bien sûr un autre hobbit, et le sorceleur. Gérald s'aperçut que le Doppler avait soudain changé de direction en soulevant un nuage de poussière, et qu'il se faufilait dans un trou de la palissade élevée autour du chapiteau, abritant les abattoirs et les boucheries. Dancy le repéra aussi. Il franchit une clôture et se retrouva bloqué au milieu d'un troupeau de moutons bêlants. Il perdait du temps. Gérald vira et se jeta sur les traces du Doppler, entre les planches de la palissade. Il entendit alors le craquement d'un vêtement qui se déchire. Sous sa seconde aisselle, sa veste devint très lâche. Le sorceleur stoppa net pour jurer et cracher, et jurer une nouvelle fois. Danty courait alors après le Doppler vers le chapiteau. On entendait des cris, des bruits de coups, des grossièretés, et un affreux brouhaha s'en échappait. Le sorceleur jura une 3e fois particulièrement vulgairement. Il grinça des dents en levant la main droite et dessina le cide d'Arde qu'il dirigea directement vers le chapiteau. Celui-ci se gonfla comme une voile pendant la tempête. De l'intérieur parvinrent un hurlement inhumain, des bruits de sabots et les beuglements des bœufs. Le chapiteau s'effondra. En rampant, le Doppler réussit à sortir de sous la toile pour prendre la fuite d'un côté d'une tente plus petite, servant vraisemblablement de chambre froide. Gérald dirigea instinctivement sa main vers le fuyard et le toucha de son signe dans le dos. Le Doppler s'effondra au sol, comme s'il avait été touché par la foudre, mais il se rétablit aussitôt en exécutant quelques bonds et disparut sous la tente, le sorceleur toujours sur ses talons. Sous la tente, ça puait la viande.
On y voyait goutte. Télico Lugravic les tortes se tenait là, immobile et essoufflé, agrippé à la carcasse d'un porc pendu à une perche. La tente n'offrait pas d'autre sortie. La toile était solidement et hermétiquement arrimée au sol. C'est un plaisir renouvelé de te revoir, le mime, dit froidement Gérald. Le Doppler respira lourdement et bruyamment. Laisse-moi tranquille, articula-t-il enfin. Pourquoi me poursuis-tu, sorceleur? Télico, répondit Gérald, tu poses des questions stupides. Pour entrer en possession des chevaux et de l'apparence de Bibeverde, tu l'as assommé et mis sur la paille. Tu continues de profiter de sa personnalité et tu t'étonnes des ennuis que cela t'apporte. Seul le diable connaît tes plans, mais j'entends m'y opposer d'une manière ou d'une autre. Je ne veux ni te tuer, ni te livrer aux autorités. Tu dois quitter cette ville, j'y veillerai particulièrement. Et si je refuse? Alors c'est moi qui te la ferai quitter sur une brouette et dans un sac. Le Doppler enfla brusquement, puis maigrit tout aussi soudainement et se mit à grandir. Ses cheveux frisés de couleur noisette blanchirent et s'allongèrent jusqu'à ses épaules. Le gilet vert du Hobbit brilla comme de l'huile et devint un cuir noir. Des clous d'argent apparurent sur ses épaules et sur ses manches. Son visage joufflu et rougeau s'enfila et pâlit. Au-dessus de son épaule droite surgit le manche d'une épée. « Ne t'approche pas !» lança le second sorceleur en ronflant et en souriant. « Ne t'approche pas, Gérald. Je ne permettrai pas que tu me touches. » Quel horrible sourire, pensa Gérald en voulant saisir son épée. J'ai vraiment une sale gueule, mes yeux papillotent horriblement. Est-ce là mon portrait tout craché? Par la peste. La main du Doppler et celle du sorceleur touchèrent en même temps la manche de leurs larmes. Les deux épées furent ensemble retirées de leurs fourreaux. Les deux sorceleurs effectuèrent en simultané 2 petits pas rapides, le premier en avant, le second sur le côté. Tous deux brandirent leur épée et la firent siffler comme une hélice. Ils s'immobilisèrent ensemble dans cette position. « Tu ne peux pas me battre, grogna le Doppler, car je suis devenu toi-même, Gérald. »« Tu te trompes, Télico, répondit le sorceleur à voix basse. Jette ton épée et reprends la forme de Bibeverde. Sinon, tu le regretteras, je te préviens. »« Je suis toi-même, répéta le Doppler. Tu ne prendras jamais l'avantage sur moi. Tu ne peux pas me battre, car je suis toi. Tu n'as aucune idée de ce que signifie être moi-même, le mime. Télico baissa le bras qui tenait son épée. « Je suis toi, répéta-t-il. « Non, répondit le sorceleur, tu ne l'es pas. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'es qu'un gentil petit Doppler. Un Doppler qui aurait pu tuer Bibeverde et enterrer son cadavre dans la végétation, s'assurant ainsi de ne jamais être démasqué, pas même par l'épouse du Hobbit, la fameuse Gardena Bibeverde. Mais tu ne l'as pas tué, Télico, car cela ne fait pas partie de ta nature. Tu n'as en effet qu'un gentil petit Doppler que ses amis surnomment Doudou. Quelle que soit l'apparence que tu empruntes, tu demeures toujours le même. Tu sais copier en nous uniquement ce qui est bon, car ce qui est mauvais, tu ne le comprends pas. C'est ainsi que tu es, Doppler. » Télico recula jusqu'à la toile de la tente contre laquelle son dos se plaqua. « C'est pourquoi tu vas te retransformer en Bibeverde et me donner gentiment tes pattes pour que je te les ligote. Tu n'es pas capable de me résister, car je suis justement celui que tu n'es pas capable de copier. Tu le sais très bien, Doudou. Tu as eu accès pendant un instant à mes pensées. » Télico se redressa brusquement. Les traits de son visage disparaissaient comme délavés. Ses cheveux blancs frisaient et devenaient sombres. « Tu as raison, Gérald, dit-il confusément, car ses lèvres changeaient de forme. J'ai eu accès à tes pensées. Pendant un court laps de temps, il est vrai, mais cela était suffisant. Sais-tu ce que je vais faire maintenant ?» Sa veste de sorceleur en cuir prit un lustre bleuet. Le Doppler sourit, rajusta son chapeau olive orné d'une plume négrette et accrocha son luth en bandoulière. Ce luth qui, encore un instant auparavant, était une épée. « Je vais te dire ce que je vais faire, sorceleur, dit-il en riant d'un rire bruyant et perlé de jasquier. Je vais aller mon chemin et me perdre dans la foule, où je me transformerai discrètement en n'importe qui, même en mendiant. Je préfère devenir mendiant à Novigrad que Doppler dans un endroit dépeuplé. Novigrad me doit une dette, Gérald. La construction de cette ville a détruit l'environnement où nous pouvions vivre dans notre enveloppe naturelle. On nous a exterminés, en nous traquant comme des chiens enragés. Je suis l'un des rares à avoir survécu. Je vais vivre et je survivrai. Autrefois, des loups m'attaquaient. Je me transformais en loup et j'accompagnais la meute pendant plusieurs semaines. C'est ainsi que j'ai survécu. Je ne fais encore aujourd'hui rien d'autre, car je veux plus vagabonder dans les bois et passer l'hiver sous les souches d'arbres. Je ne veux plus ressentir la faim en permanence. Je ne veux plus être sans répit la cible des tirs. Ici à Novigrad, il fait chaud. Il y a de la nourriture. On peut gagner sa vie et l'on s'entretue très rarement avec des arcs. Novigrad m'offre une meute de loups. Je me rejoins à elle pour survivre. Tu comprends? Gérald acquiesça en hochant la tête.
Vous avez accordé aux nains, aux hobbits, aux gnomes et aux elfes même, continua-t-il en crispant les lèvres avec le sourire insolent de Jasquier, une modeste marge d'intégration. Pourquoi serais-je pire qu'eux? Pourquoi me refuse-t-on ce droit? Que devrais-je faire pour vivre dans cette ville? Me transformer en une elfe aux yeux de biche, aux cheveux de soie, aux longues jambes, hein? En quoi une elfe est-elle meilleure que moi? À la vue d'une elfe, vous regardez ses jambes, mais lorsque moi, je parais, vous avez envie de vomir. Vous m'ordonnez de déguépir, vous voulez m'exclure, mais je survivrai, je sais comment. Dans la peau d'un loup, j'ai couru, hurlé, et mordu mes congénères pour les faveurs d'une femelle. En tant qu'habitant de Novigrad, je ferai du commerce, tresserai des paniers en osier, mentirai ou volerai. Faisant partie de votre société, je ferai des choses ordinaires que font les gens de votre société. Qui sait, peut-être pourrais-je me marier. Le sorceleur resta silencieux. Comme je le disais, continua tranquillement Télico, je m'en vais. Et toi, Gérald, tu n'essaieras même pas de m'arrêter. Tu ne bougeras même pas le petit doigt, car j'ai percé pendant un instant tes pensées, Gérald. Celles également dont tu refuses d'admettre l'existence. Celles que tu te dissimules à toi-même. Pour m'arrêter, tu devrais me tuer. Mais l'idée de m'éliminer de sang-froid te remplit d'horreur, je me trompe? Le sorceleur ne répondait toujours pas. Télico rajusta une nouvelle fois la sangle de son luth et se dirigea vers la sortie après avoir tourné le dos à Gérald. Il marchait d'un pas résolu, mais le sorceleur remarqua qu'il crispait la nuque et rétractait les épaules dans l'antenne du sifflement de la lame. Gérald regaina son épée. Le Doppler s'arrêta à mi-chemin en retournant le regard. Adieu, Gérald, dit-il. Merci. Adieu, Doudou, répondit le sorceleur. Bonne chance. Le Doppler reprit la direction du bazar surpeuplé du même pas décidé, gai et balancé que celui de Jasquier. Tout comme le troubadour, il agita haut et fort sa main droite en souriant de toutes ses dents aux jeunes filles aux alentours. Gérald lui embotta le pas, lentement. Télico saisit son luth en marchant et, ayant ralenti son pas, en tirant deux accords, prélude à une mélodie déjà connue de Gérald, qu'il fit résonner avec ses cordes, en se retournant, il chanta légèrement comme Jasquier. Le printemps reviendra, la pluie les loutres lavera. La chaleur du soleil nos cœurs réchauffera. C'est ainsi, car en nous brûle toujours la flamme, celle du feu éternel, de l'espoir de notre âme. Répète-le à Jasquier, si tu arrives à t'en souvenir, lança-t-il. Cette ballade devrait s'intituler Le feu éternel. Adieu, sorceleur. Eh, entendit-il soudain, espèce de faisin. Étonné, Télico se retourna. Vespula apparut de derrière un étal en faisant violemment ondoyer sa poitrine et en lui lançant un regard de mauvais augure. Tu reluques les filles, traître, siffla-t-elle, en remuant d'une manière de plus en plus excitante. Tu pousses la chansonnette, fripouille. Télico enleva son chapeau et s'inclina en offrant un large sourire, exactement comme m'aurait fait Jasquier. Vespula, ma chère, dit-il en pleine attention, comme je suis heureux de te voir. Pardonne-moi, ma douce, je te suis redevable. Tu es... l'interrompit-elle bruyamment. Et comment tu m'es redevable? C'est le moment de payer, tiens. Ce moment, ça va pas faire le focus sur ma tête. Non. Allez, focus, tu vas y arriver. Yep. Avec une image floue, vous aurez au moins ma tête. Ça va à peu près. L'énorme poêle en cuivre brilla au soleil avant de frapper la tête du Doppler en rendant un bruit qui résonna profondément. Une grimace stupide figée sur le visage, Télico se raidit et tomba en croisant les bras. Sa physionomie commença soudain à changer, à fondre, et à perdre toute similitude vraisemblable. Témoin de la scène, le sorceleur saisit un grand kilim reposant sur un étal en se précipitant vers lui. Ayant déroulé le kilim au sol, il y fit glisser le Doppler de 2 petits coups de pied et en enroula consciencieusement le tapis. Pourquoi ça veut pas faire une mise au point? En vrai, c'est dégueulasse. S'il vous plaît. Toujours une bug dégueulasse de la webcam. Bon, tant pis.
Assis sur le paquet, Gérald s'essuya le front avec sa manche. Vespula le regardait d'un air méchant, en serrant la poêle dans son poing. Une foule s'amassa autour d'eux. Il est malade, dit le sorceleur en se forçant à sourire. C'est pour son bien. Ne vous tassez pas, bonnes gens. Le pauvre a besoin d'air. Vous avez entendu demanda tranquillement, mais avec autorité Chapelle, en se frayant un passage dans la masse. Je vous prie de retourner à vos occupations. Les rassemblements sont interdits sous peine d'amende. La foule se dispersa sur les côtés, en dévoilant Jasquier attiré d'un pas pressé par les notes du luth. À sa vue, Vespila émut un cri affreux avant de jeter sa poêle et partir sur la place en courant. Que lui est-il arrivé demanda Jasquier. Elle a vu le diable? Gérald se leva du tapis, enroulé, qui commençait à gigoter légèrement. Chapelle s'en approcha lentement. Il était seul. Sa garde personnelle n'était jamais visible. À votre place, Seigneur Chapelle, je n'irai pas plus loin, dit à voix basse Gérald. Tu dis? Chapelle le regardait froidement, en serrant les lèvres. Si j'étais vous, Seigneur Chapelle, je ferais semblant de n'avoir rien vu. Oui, c'est certain, répondit Chapelle, mais tu n'es pas moi. D'un type biverne, essoufflé et en sueur, surgit de derrière la tente. Il stoppa net à la vue de Chapelle et se mit à siffloter, les mains dans le dos, en faisant semblant d'admirer le toit de l'entrepôt. Chapelle se rapprocha beaucoup de Gérald. Le sorceleur demeura immobile, sans cligner des paupières ni broncher. Ils se regardèrent droit dans les yeux pendant un moment, puis Chapelle s'en pencha au-dessus du colis. Doudou, dit-il à l'adresse des chaussures en courant de Jasquier, dépassant du kilim enroulé et bizarrement déformé. Copie Bibeverde, vite. Comment? S'écria Danty en cessant de regarder l'entrepôt. Qui? Quoi? Silence, intima Chapelle. Alors, Doudou, comment ça va? Voilà, répondit un gémissement étouffé à l'intérieur du kilim. Voilà, voilà. Les chaussures en courdant dépassant du tapis perdirent leur consistance, se dématérialisant pour se transformer en pieds nus et velus de hobbit. Sors de là, Doudou, dit Chapelle, et toi, Danty, reste tranquille. Pour les gens, tous les hobbits se ressemblent, n'est-ce pas? Danty grogna indistinctement. Gérald fixait Chapelle en clignant des yeux d'un air suspicieux. Le gouverneur se releva et se retourna. Les derniers curieux, restés dans un proche périmètre, déguerpirent sur le champ, dans un vacarme de bruit de sabots de bois qui détruit au loin. Dintry Bibeverde, second, s'extirpa et sortit du tapis en éternant. Il s'assit en s'assuyant le nez et les yeux. Jasquier s'adossa contre un coffre posé sur le côté et fit résonner son luth avec une expression d'intérêt sur le visage. « Qui est-ce? Qu'en penses-tu, Danty » demanda délicatement Chapelle. « Très ressemblant, tu ne trouves pas? »« C'est mon cousin, » dit Danty dans un souffle et en souriant de toutes ses dents. « De la famille très proche. Doudou de Bibeverde, de la prairie des Persicas, un génie du commerce. J'avais justement décidé de... Oui, Danty. J'avais décidé d'en faire mon fondé de pouvoir à Novigrad. Qu'en penses-tu, cousin ?»« Merci beaucoup, cousin, » répondit la très proche famille dans un large sourire. Le héros du clan des Bibeverde, le génie du commerce. Chapelle sourit, lui aussi. Ton rêve de vie de la grande ville se réalise, grogna Gérald. Qu'est-ce que vous lui trouvez donc à la ville, Doudou, et toi, Chapelle? Si tu avais vécu dans les landes à Bruyères, répondit Chapelle en mangeant des racines, trempé et transi de froid, alors tu saurais. Nous aussi, nous voulons que la vie nous apporte quelque chose, Gérald. Nous sommes pas pires que vous. C'est un fait, commenta Gérald en hochant la tête. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes même souvent meilleur. Où est passé le véritable Chapelle? Il a passé l'arme à gauche, dit entre ses dents Chapelle second. C'était il y a 2 mois. Une apoplexie. Que la terre dans laquelle il repose lui soit légère, et que le feu éternel lui éclaircit la voie. J'étais à ce moment-là à proximité. Personne n'a remarqué. Gérald, tu ne veux pas... Que n'ont-ils pas remarqué demanda le sorceleur, le visage impassible. Je te remercie, grogna Chapelle. Vous êtes nombreux? Est-ce si important? Non, accorda le sorceleur. Ça ne l'est pas. Une forme coiffée d'un chapeau vert et vêtue d'une fourrure en lapin tachetée surgit de derrière les fourgons étals. Seigneur Bibeverde, bégaya le gnome essoufflé, en regardant alternativement avec stupeur les 2 hobbits. Je pense, petit, dit Danty, que tu cherches mon cousin, Doudou Bibeverde. Parle, parle, le voici. Oxyria rapporte que le stock a entièrement été vendu, expliqua le gnome qui sourit largement en montrant des dents aiguës, à 4 couronnes la pièce. Il me semble voir de quoi il s'agit, dit Danty. Dommage que Vivaldi ne soit pas avec nous. Il aurait calculé notre bénéfice en un clin d'œil. Tu permets, cousin, intervint Télico le Grinvic, l'étorte, alias Panstock, Doudou pour les amis, et pour toute ta ville de Novigrad, membre de la nombreuse famille des Bibeverde. Tu permets que je calcule? J'ai une mémoire infaillible des chiffres, pas seulement d'ailleurs. Je t'en prie, s'inclina Danty. Je t'en prie, cher cousin.
Les dépenses, réfléchit le Doppler en fronçant les sourcils, n'ont pas été élevées. 18 pour l'essence de rose, 8,5 pour l'huile de poisson. Le tout en comptant la corde, 45 couronnes. La transaction étant de 600 pièces à 4 couronnes, soit 2400, et aucune commission en l'absence d'intérimaire. Je te prie de ne pas oublier l'impôt, rappela Chapelle, second. N'oubliez pas que le représentant des autorités municipales et de l'Église se tient devant vous, et qu'il a l'intention de traiter consciencieusement ses obligations. Non assujetti à l'impôt, lança Dodo Bibeverne, car il s'agit d'une vente à but religieux. Hein? Mélangée dans des proportions idoines, l'huile de poisson, la cire et l'essence colorée d'un peu de cochenille, expliqua le Doppler, une fois versée dans des écuelles d'argile dans lesquelles on aura immergé un petit morceau de corde, donneront, lorsqu'on allumera la mèche, une belle flamme rouge qui brûlera longtemps et ne sentira pas mauvais. Le feu éternel. Les prêtres en ont besoin de cierges pour leurs autels consacrés au feu éternel. Nous avons ce qu'il leur faut. Par la peste, grogna Chapelle, en effet, nous avions besoin de cierges. Doudou, tu es vraiment un génie. Je tiens ça de ma mère, répondit modestement Télico. Une mère ô combien ressemblante, confirma Dinty. Voyez ses yeux brillants d'intelligence, tout comme ma tante chérie, Bégonia Bibeverne. Gérald, je mis Jasquier, en 3 jours, il a gagné plus d'argent que moi pendant toute ma vie. À ta place, dit le sorceleur, sérieusement, j'abandonnerai le champ au profit du commerce. Demande-lui peut-être acceptera-t-il de te prendre en apprentissage. Sorceleur, Télico lui saisit la manche. Dis-moi comment je pourrais te remercier. 22 couronnes. Quoi? Pour une nouvelle veste, regarde ce qu'il reste de celle-ci. Vous savez quoi? Hurla brusquement Jasquier. Allons tous dans une maison close, au Passiflore. Ce sont les Bibevernes qui régalent. Ils acceptent le hobbit, s'inquiéta Danty. Qu'ils essaient seulement de vous empêcher d'entrer. Chapelle prit une mine menaçante. Qu'ils essaient seulement, et j'accuse tout leur bordel d'hérésie. Bien, dit Jasquier. Tout va bien. Et toi, Gérald? Tu nous accompagnes? Le sorceleur rit sous sa cape. Tu sais, Jasquier, dit-il, c'est même avec plaisir. Petit coquin de Gérald. Du coup, c'était la fin du feu éternel.